Mon nom est Élise, j'ai 34 ans et je suis analyste de données senior spécialisée dans le risque. Après que la liaison de mon mari a anéanti les économies de toute ma vie, le mari de sa maîtresse m'a retrouvée. Il a jeté un lourd dossier en cuir sur la table de mon patio et m'a fixé. J'ai 700 millions d'euros, a-t-il dit, la voix dénuée de toute émotion. Dites simplement oui et demain nous signons les papiers du mariage à la mairie. Avant que je vous raconte comment cette proposition a mené à la ruine financière de mon ex-mari infidèle et de sa famille toxique, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà souri en regardant des ennemis tomber aveuglément dans un piège. Le cauchemar a commencé 48 heures avant cette rencontre surréaliste. C'était un mardi matin et le monde à l'extérieur de ma fenêtre était baigné de la douce lumière d'un début d'automne. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, une tasse de café fraîchement préparée, réchauffant mes mains entièrement prêtes à exécuter une opération financière majeure. En tant qu'analyste de risque, toute ma vie tourne autour du calcul des variables et de la prise de décision sécurisée. Mois après mois, j'avais versé mes primes sur un compte joint à haut rendement. J'avais enfin atteint mon objectif de 150 000 euros. Aujourd'hui était le jour où je prévoyais d'initier un rachat d'actions. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé mes identifiants et attendu que le tableau de bord se charge. Je savais exactement à quoi les chiffres devaient ressembler. Mais lorsque l'écran s'est rafraîchi, je suis restée bouche bée. Les chiffres n'avaient aucun sens. J'ai cligné des yeux, me les frottant, convaincu qu'il y avait un bug dans le logiciel bancaire. Le solde affichait exactement 0 euros. Aucune transaction en attente, aucune retenue, juste 0. Une sensation froide et lourde a commencé à se propager de ma poitrine à mon estomac. En tant qu'analyste, la panique était mon ennemi. Je me suis forcée à respirer et j'ai immédiatement consulté l'historique des transactions. C'était là un unique virement sortant de 150 000 euros exécuté tard la veille au soir. Mes yeux ont balayé l'écran pour trouver les détails de l'autorisation. Le virement avait été initié et s'approuvé par mon mari Adrien. Adrien était un directeur des ventes de 35 ans. Nous étions mariés depuis 6 ans et bien que notre mariage soit devenu distant dernièrement, je n'avais jamais calculé qu'il volerait mes économies. J'ai pris mon téléphone pensant à une usurpation d'identité. Mais avant que je puisse composer le numéro, la porte d'entrée s'est déverrouillée et ouverte. Adrien est entré dans le hall, vêtu de son costume coûteux, sur mesure, tenant une tasse de café de torréfacteur. Il avait l'air complètement imperturbable, fredonnant une douce mélodie. J'ai tourné mon ordinateur portable pour que l'écran lui fasse face. « Adrien, qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé, la voix tendue. « Pourquoi le compte est-il vide ?» Il s'est arrêté, a pris une lente gorgée de son café et a regardé l'écran. Il n'a pas bronché. Il n'avait pas l'air coupable ou surpris. En fait, un petit sourire arrogant jouait au coin de sa bouche. « Ah bien, tu l'as vu », dit-il nonchalamment, entrant dans la cuisine et posant ses clés sur le comptoir. « Je voulais te le dire avant de partir. J'ai déplacé les fonds. » « Déplacer les fonds, ou ai-je exigé en me levant de mon tabouret. Tu ne peux pas simplement virer 150 000 euros de notre compte sans en discuter avec moi. J'ai gagné la quasi-totalité de cet argent, Adrien. Il a soupiré, me regardant comme si j'étais une enfant. J'ai sécurisé un investissement sûr. Élise, un investissement sûr. L'argent est sur un compte au nom de Chloé. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Chloé, c'était son ancienne assistante de 29. Hens, je l'avais rencontrée à plusieurs fêtes de fin d'année de l'entreprise. Elle riait toujours un peu trop fort à ses blagues et s'attardait juste un peu trop longtemps en lui tendant un verre. Chloé, ai-je répété la réalité de la situation s'écrasant rapidement sur moi. Tu as transféré les économies de ma vie à ton ancienne assistante. Adrien a croisé les bras et s'est appuyé contre le comptoir en granit rayonnant, d'un niveau de confiance exaspérant. Oui, Chloé, a-t-il répondu doucement. Et soyons tout à fait honnêtes ici, Élise. Nous tournons à vide depuis plus d'1 an. Je dépose une demande de divorce aujourd'hui. J'ai déjà parlé à mon avocat. Je suis restée figée dans ma propre cuisine. Mon mari avait une liaison avec sa jeune assistante, avait vidé mes économies durement gagnées pour financer sa vie et annonçait maintenant nonchalamment notre divorce autour de son café du matin. Mais Adrien n'avait pas fini. Il s'est approché, son expression se durcissant en quelque chose de froid et cruel. « Puisque nous arrachons le pansement, a-t-il continué, je vais avoir besoin que tu fasses tes valises. Tu as exactement 48 heures pour quitter cette maison. » Je l'ai regardé incrédule. « Quitter la maison ?» ai-je demandé d'une voix à peine audible. « J'ai payé 70% de l'apport pour cette propriété, Adrien. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre maison. » Il a éclaté d'un rire aigu et moqueur. « Oh, mais je peux, dit-il. Tu vois, pendant que tu étais occupé, enfoui dans tes tableurs et tes modèles de données, je faisais de vrais mouvements dans le monde réel. Chloé et moi avons besoin de cet espace. » Il a attrapé sa mallette sur la chaise du hall et s'est arrêté près de la porte d'entrée, me regardant avec un mépris absolu. Il a porté son coup final avec une arrogance étudiée. « Tu calcules le risque pour gagner ta vie, Élise, mais tu n'as pas pu calculer que ton propre mari se lasserait de tes tableurs. Bonne chance pour établir ton nouveau budget. » Sur ce, il est sorti et a refermé la porte derrière lui, me laissant complètement seule dans une maison que j'étais sur le point de perdre sans absolument aucun argent à mon nom.
Je n'ai pas crié, je suis juste restée là et j'ai commencé à calculer ma prochaine grande manœuvre financière. Je suis restée là dans le silence du hall, mon esprit organisant le chaos en pointe de données. La poignée de la porte d'entrée a cliqué bruyamment. Adrien a poussé la porte et est rentré. Il avait oublié son sac de sport sur le banc. Il l'a ramassé, mais au lieu de partir, il s'est attardé. Son ego exigeait un public pour sa victoire. « Tu te demandes pourquoi je l'ai fait » dit-il d'un ton suffisant, ses mots bien choisis. « Pourquoi j'ai choisi Chloé plutôt qu'une femme qui gagne un salaire à 6 chiffres ?» J'ai gardé un visage impassible. Je ne me demandais rien, Adrien, ai-je répondu. Je calculais combien de temps tu tiendras devant le tribunal correctionnel. Il a ricané, toujours la machine froide et calculatrice. C'est exactement la raison pour laquelle ce mariage a échoué. Tu veux connaître la vraie raison pour laquelle je pars. Chloé est enceinte de mon fils. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Il voulait que je m'effondre là sur le sol. Elle sait comment être une vraie femme, a-t-il poursuivi s'appuyant contre le cadre de la porte. Elle me fait sentir comme un mari. Pendant que tu gravissais les échelons de l'entreprise et que tu amenais ton ordinateur portable au lit, elle prêtait attention à mes besoins. Un homme veut une famille. Élise, pas une partenaire d'affaires mariée à une matrice d'évaluation des risques. J'ai absorbé sa cruauté sans broncher. Mon esprit analytique a traité ses paroles en extrayant les faits pertinents. Il avait eu une liaison. Il attendait un enfant et il se sentait justifié. Félicitations pour votre famille, qui s'agrandit, ai-je dit, ma voix stérile. Mais votre bonheur domestique ne change rien au C. Fait. Je ne quitte pas cette maison. J'ai payé 70% de l'apport et mon nom est sur l'acte de propriété. Tu peux louer un appartement, mais je reste ici. Adrien a ri. Oh, Élise. Il a gloussé. Tu penses vraiment que j'entrerai ici pour lâcher une bombe sans avoir d'abord sécurisé mes actifs? Tu n'es pas la seule à savoir planifier. Il a sorti un papier plié, le jetant sur la console. Lis attentivement ton courrier, dit-il. La maison n'est plus un bien partagé. Elle est légalement liée à une nouvelle structure hypothécaire. J'ai refinancé la propriété. J'ai froncé les sourcils, mes yeux se portant sur le papier. Tu ne peux pas refinancer une maison avec nos deux noms sur l'acte sans ma signature, ai-je déclaré fermement. La banque exige un notaire. Adrien a souri un sourire de prédateur. Exactement, dit-il doucement. C'est pourquoi tu as signé les accords de prêt jeudi dernier. J'ai les copies. Entièrement signés dans mon bureau, la banque a approuvé le déblocage des fonds hier. L'air dans la pièce semblait incroyablement mince. Jeudi dernier, j'étais à Lyon pour une conférence sur la gestion des risques. J'avais des billets d'avion et des reçus d'hôtel prouvant où j'étais. Je n'ai signé aucun document, ai-je dit lentement, la réalité de la situation se mettant en place. Tu les as signés, a-t-il insisté, sa voix dégoulinant de condescendance. Mon ami David du cercle privé était le notaire. C'est un contrat juridiquement contraignant. La maison est complètement grevée et j'ai le droit de possession exclusif. Tu as 48 heures pour faire tes valises avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Mon esprit analytique est soudainement passé à la vitesse supérieure. Adrien n'avait pas seulement vidé notre compte joint. Il avait commis de graves crimes fédéraux. Il avait falsifié ma signature sur des documents bancaires officiels. Il avait conspiré avec un notaire. Il avait commis une fraude électronique pour déplacer les capitaux propres extraits vers un compte séparé. À cet instant, la panique et la rage menacèrent de me submerger. Je voulais hurler. Je voulais attraper un objet lourd et fracasser son visage arrogant. Mais la pire chose à faire lors d'une prise de contrôle hostile est de montrer à l'ennemi que l'on saigne. J'ai inspiré profondément, forçant la panique dans une boîte sombre et étanche dans mon esprit. J'avais besoin de données, pas de drame. J'avais besoin de preuves, pas d'émotions. J'ai regardé Adrien étudiant la posture confiante d'un homme qui croyait fermement qu'il venait de déjouer une experte. Les narcissiques ne parviennent jamais à effacer leurs traces. Je vois, ai-je dit, mon ton restant plat. Eh bien, si les documents sont signés, alors je suppose qu'il n'y a plus rien à débattre. Adrien avait l'air légèrement déçu. Il voulait clairement une dispute. Il me voulait en larmes sur le sol, le suppliant de rester. Mon manque de réaction gâchait sa grande finale. « Assure-toi juste que tes cartons soient chauds prêts pour jeudi », marmonna-t-il en ajustant son sac de sport. « Ma famille vient cet après-midi pour commencer à emménager certaines affaires de Chloé. J'attends de toi que tu ne les déranges pas. » « Je veillerai à ne pas déranger, ai-je répondu. Adrien m'a jeté un regard méprisant et est sorti. Le lourd chêne s'est refermé derrière lui. Je suis restée seule dans le hall. Je me suis dirigée vers la console et j'ai ramassé le papier qu'il avait laissé. C'était un résumé des nouvelles conditions du prêt. 500 000 € de capitaux propres avaient été retirés de ma maison. Je suis allée dans mon bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau dossier sécurisé sur mon disque dur crypté. J'ai nommé le fichier preuve de fraude fédérale. Mon mari pensait m'avoir enterrée sous les dettes et la trahison. Il pensait que j'étais juste une femme ennuyeuse avec un tableur, mais il avait fondamentalement mal compris la nature de mon travail. Je ne fais pas qu'évaluer le risque, je le démantèle. Adrien venait de devenir le plus grand passif de ma vie. J'ai commencé à taper, cartographiant l'empreinte numérique de ses crimes financiers, me préparant à anéantir son existence. Chaque mensonge qu'il a dit, chaque document qu'il a falsifié et chaque euro qu'il a volé serait utilisé comme une arme contre lui.
J'allais lui arracher son sourire arrogant, sa richesse volée et tout son avenir. Je ne verserai pas une seule larme pour mon mariage mort. J'allais construire le piège parfait, verrouiller la porte et le regarder brûler. J'étais encore en train de fixer l'écran lumineux de mon ordinateur portable lorsque le bruit sourd de la porte d'entrée s'ouvrant a résonné dans le couloir. Il ne s'était même pas écoulé 3 heures depuis le départ d'Adrien. J'ai entendu le claquement sec de talons hauts sur le parquet, accompagné du bruissement de carton. J'ai fermé mon dossier crypté, je me suis levée et je suis sortie de mon bureau. Au centre de mon salon se tenait ma belle-mère Béatrice. Elle était flanquée de mon beau-père Gérard et de ma belle-sœur Sophie. Ils transportaient des piles de cartons de déménagement aplatis et des rouleaux de ruban adhésif. Béatrice portait un trench coat de créateur et son expression de dédain poli. Gérard regardait la pièce comme s'il évaluait une nouvelle acquisition immobilière. Sophie a immédiatement laissé tomber ses cartons sur mon canapé en lin sur mesure et a commencé à dérouler le ruban adhésif avec un grincement fort et strident. Ils n'avaient en fait pas frappé. Adrien leur avait simplement donné sa clé, leur accordant un accès total pour orchestrer mon expulsion. C'était une embuscade coordonnée conçue pour me submerger et me soumettre. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je demandé en entrant dans le salon. Ma voix était stable, parfaitement modulée pour ne rien révéler. Béatrice s'est tournée vers moi. Elle a poussé un long soupir dramatique du genre qu'elle réservait habituellement aux vols retardés ou aux services lents dans son cercle privé. « Nous t'aidons à faire tes cartons, Élise », a-t-elle annoncé comme si elle accomplissait un acte de charité profonde. « Adrien nous a dit que tu quittais les lieux. Nous voulons rendre cette transition aussi rapide et propre que possible pour toutes les personnes concernées, en particulier pour Chloé. La pauvre fille a déjà assez de stress en ce moment. » J'ai regardé Gérard se diriger vers mes bibliothèques encastrées. Il a commencé à retirer mes photographies encadrées et à les jeter nonchalamment dans une boîte ouverte. « Adrien nous a déjà expliqué la situation », a ajouté Gérard sans me regarder. « C'est dommage que ça ait dû se terminer ainsi, mais tu dois comprendre notre position. Un homme doit assurer son héritage. » Sophie est intervenue depuis le canapé, occupée à monter une boîte. « Honnêtement, Élise, tu aurais dû le voir venir. Tu n'étais jamais à la maison. Tu te souciais plus de tes promotions que de donner une famille à mon frère. Chloé l'adore vraiment. Elle choisit déjà les couleurs de la chambre de bébé pour la pièce d'amis à l'étage. Je suis restée complètement immobile. L'audace de leur invasion était stupéfiante. Ils étaient entrés dans la maison que j'avais achetée, le sanctuaire que j'avais payé avec des années de longues heures et une discipline financière extrême, et ils tentaient d'effacer physiquement mon existence pour faire de la place à la maîtresse enceinte de mon mari. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre. Ils voulaient que je crie, que je pleure, que je les supplie d'intercéder auprès d'Adrien. Ils se nourrissèrent du drame désireux de me qualifier d'ex-femme hystérique et amère, qui ne pouvait pas supporter la vérité. Je ne leur ai absolument rien donné. J'ai croisé les bras et laissé mon regard se poser sur Béatrice. « Tu soutiens ouvertement le vol de mes économies par ton fils pour financer sa liaison », ai-je déclaré en gardant un ton strictement factuel. « Tu l'aides à faire valoir une hypothèque frauduleuse. » Béatrice s'est approchée, le menton levé, les yeux brillants d'une justification arrogante. Elle se sentait complètement intouchable. Elle croyait que les documents falsifiés et les comptes bancaires vidés d'Adrien étaient une manœuvre tactique brillante plutôt qu'un tas de crimes fédéraux. « Chloé nous donne un héritier, Élise », a dit Béatrice, sa voix tombant dans un registre dur et venimeux. « Considérez ces 150 000 € comme votre indemnité de départ pour avoir gaspillé la jeunesse de mon fils. » Ces mots exacts sont restés en suspens dans l'air dégoulinant de suffisance et de méchanceté. Une indemnité de départ pour avoir gaspillé sa jeunesse. Je les ai regardés tous les trois. Je n'ai pas vu de famille. Je n'ai pas vu des gens avec qui j'avais partagé des vacances et des anniversaires pendant les 6 dernières années. J'ai vu un groupe de complices. J'ai vu des cibles. Mon regard silencieux a clairement déstabilisé Sophie. Elle a arrêté de scotcher la boîte et a regardé sa mère. « Pourquoi reste-t-elle là à nous regarder comme ça ?» a marmonné Sophie, se tortillant mal à l'aise sous mon regard. « Parce qu'elle sait qu'elle a perdu », a répondu Béatrice doucement tournant le dos pour inspecter un vase en cristal sur la cheminée. « C'est une fille intelligente, elle sait quand la partie est terminée. » Prends ces livres dans le coin, Gérard. Nous avons besoin que ce salon soit vidé d'ici demain matin pour que les décorateurs puissent venir. J'ai absorbé leur cruauté, la laissant déferler sur moi sans pénétrer mes défenses. Mon esprit a automatiquement commencé à catégoriser leurs paroles, à étiqueter leurs actions, comme des munitions futures. La confirmation verbale de Béatrice qu'elle était au courant des 150 000 € signifiait qu'elle était officiellement complice après les faits. Gérard, en retirant physiquement mes biens tout en reconnaissant les manœuvres d'Adrien, le liait directement à l'exécution de la fraude. L'empressement de Sophie à préparer la chambre de bébé la rendait complice de la prise de contrôle hostile d'une propriété grevée par une fraude électronique. Ils creusèrent leur propre tombe juste devant moi, entièrement aveuglés par leur arrogance. Chaque boîte qu'ils emballaient, chaque insulte qu'ils me lançaient, n'était qu'une corde de plus qu'ils me tendaient, pour les pendre. Ils pensaient que j'étais paralysée par le choc et le chagrin. Ils n'avaient aucune idée que j'observais simplement mes sujets, recueillant des données qualitatives pour compléter la destruction financière quantitative que je préparais déjà.
Vous pouvez emballer ce que vous voulez, dis-je doucement. Je ne vous arrêterai pas. Béatrice a souri une expression froide et victorieuse. Tu vois, Gérard, dit-elle par-dessus son épaule, je t'avais dit qu'elle finirait par entendre raison. Il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Prends simplement tes affaires personnelles et trouve un bel appartement tranquille, Élise. C'est la chose digne à faire. Je me suis détournée d'eux et j'ai marché lentement vers la cuisine. Laissez-les emballer les livres. Laissez-les emballer les vases en cristal et les photographies encadrées. J'avais déjà sécurisé les seules choses qui comptèrent dans cette maison, les archives numériques, les relevés financiers et les documents de prêt falsifiés. En entrant dans la cuisine, les sons de leur rire dur et du ruban adhésif qui se déchire ont résonné dans le couloir. Ils célébraient leur prise de contrôle, hostiles. Ils trinquèrent à Chloé au nouvel héritier aux brillants mouvements financiers de leur golden boy Adrien. Ils se sentaient totalement invincibles. Je me suis versé un verre d'eau froide et je me suis appuyé contre l'îlot en granit, mon cœur battant à un rythme lent et contrôlé. Je ne me sentais pas vaincue, je me sentais dangereuse. Les beaux-parents avaient officiellement franchi la ligne passant de parents toxiques à conspirateurs criminels. Ils avaient choisi de monter à bord du navire en perdition d'Adrien, ce qui signifiait qu'ils couleraient tous ensemble. Quand j'aurais enfin ouvert la brèche, il me suffirait d'attendre le moment parfait pour frapper. Je suis restée silencieuse, observant le couloir, me préparant tranquillement à la prochaine phase de la bataille. Karim était le mari de Sophie. À 34 ans, il était un auditeur indépendant, très prospère, un homme dont toute la carrière était bâtie sur l'identification des anomalies et la découverte des vérités financières. C'était un homme d'origine maghrébine, vif et observateur qui semblait toujours légèrement déplacé au milieu de l'arrogance chaotique de la famille de mon mari. Alors que les autres se complaisaient dans les déclarations bruyantes et les postures toxiques, Karim opérait dans un silence calculé. J'avais toujours respecté son intelligence, bien que nous ayons rarement parlé au-delà des conversations polies des dîners de famille. Il est entré dans la cuisine, sa posture tendue, ses yeux revenant rapidement vers le salon pour s'assurer que personne ne nous regardait. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur et a pris un verre dans le placard, ouvrant le robinet sous prétexte de prendre de l'eau. L'eau courante offrait un bouclier acoustique parfait contre le bruit de l'autre pièce. Je l'ai observé attentivement. Sa mâchoire était crispée et ses mains bougeaient, avec une énergie nerveuse délibérée qui a immédiatement mis mes instincts d'analyste de risque en état d'alerte. Il ne m'a pas regardé directement au début. Il s'est tenu à côté de moi près de l'îlot en granit, portant le verre à ses lèvres. « Continue de regarder droit devant Élise », a-t-il murmuré sa voix à peine audible par-dessus le bruit du robinet. « Ne réagis pas. Écoute-moi simplement. » Mon cœur a battu une fraction plus vite, mais mon visage est resté parfaitement composé. J'ai fixé mon regard sur le réfrigérateur en acier inoxydable maintenant, l'illusion d'une femme vaincue perdue dans sa propre misère. Je lui ai fait un signe de tête microscopique pour lui indiquer que j'étais prête. Karim a déplacé son poids, comblant la petite distance entre nous. D'un mouvement rapide et exercé qui trahissait son calme professionnel habituel, il a tendu la main. J'ai senti un petit morceau de papier plié glisser doucement dans la poche profonde de mon pantalon. Sa main s'est retirée instantanément, saisissant à nouveau son verre d'eau. « Ils n'ont pas seulement pris tes économies », a chuchoté Karim, son ton urgent et tranchant. « Adrien a falsifié ta signature pour obtenir une ligne de crédit de 500 000 €. Appelle ce numéro. Maxence te cherche. » Les mots ont frappé mon cerveau comme une série de frappes ciblées. Le choc initial des 150 000 € avait été dévastateur, mais une ligne de crédit de 500 000 € élevait cette situation d'une tactique de divorce brutale à un crime fédéral massif. Adrien avait mobilisé un demi-million d'euros en utilisant mon identité volée. Et Maxence le nom a résonné dans mon esprit. Maxence était le mari de Chloé, le mari de la maîtresse. Si Karim, un auditeur indépendant, avait découvert cette piste et me mettait en relation avec Maxence, la toile de tromperie était infiniment plus profonde que je ne l'avais calculée. Karim a fermé le robinet. Il a posé le verre sur le comptoir avec un léger cliquetis. Il a finalement tourné la tête pour me regarder, ses yeux sombres, transmettant un mélange de profonde sympathie et d'urgence féroce. J'ai vu les premiers documents il y a 1 heure quand Adrien se vantait à Gérard dans le bureau. Karim a continué en gardant sa voix incroyablement basse. En tant qu'auditeur, je sais à quoi ressemble une demande de prêt frauduleuse. Adrien pense qu'il est intouchable parce que Gérard s'est porté garant. Il t'enterre main sous les dettes pour financer sa nouvelle vie. Mais Maxence est au courant. Maxence a trouvé la piste du côté de Chloé. Appelle-le dès que tu sors de cette maison. Il a un plan. J'ai pris une respiration lente et régulière. Les pièces du puzzle se sont assemblées formant une image claire et indéniable de fraude électronique fédérale et d'abus financiers systémiques. Mes beaux-parents n'étaient pas seulement des gens mesquins et cruels. Ils participaient activement à un crime financier massif. Gérard s'était porté garant d'un prêt frauduleux. Béatrice l'encourageait. Adrien était l'architecte. Et Karim l'abaissant. Seule personne avec un brin d'intégrité éthique dans toute cette famille venait de me donner la clé de leur destruction absolue. « Merci Karim », ai-je chuchoté en retour, ma voix stable et froide.
Tu devrais retourner là-bas avant qu'il ne remarque ton absence. Karim m'a jeté un dernier regard significatif. Fais-les tomber, Élise, dit-il doucement. Puis il s'est retourné et a se retourné nonchalamment dans le salon, rejoignant le cirque de mes beaux-parents, comme si de rien n'était. J'ai mis la main dans ma poche, mes doigts, frôlant le bordereau de banque plié. Le papier semblait lourd de potentiel. Ce n'était pas seulement un numéro de téléphone, c'était une arme chargée. Mon esprit analytique, auparavant concentré sur la simple survie, est maintenant passé complètement à une stratégie offensive. Adrien me voulait hors de la maison. Il voulait que je quitte mon territoire pour qu'il puisse revendiquer sa fausse victoire. J'ai décidé de lui donner exactement ce qu'il voulait. Les affronter maintenant au milieu de mon salon n'aurait aucun but tactique. Cela ne ferait que donner à Béatrice la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Cela donnerait à Gérard l'occasion de se vanter de ses manœuvres légales. Cela permettrait à Sophie de jubiler. Si je restais et criais, je jouerais selon leurs règles. Je devais partir pour me préparer à une guerre qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre. Je suis sortie de la cuisine et je suis entrée dans le salon. Béatrice, Gérard et Sophie ont arrêté de faire leur carton, me regardant avec une attente impatiente. Ils attendaient la crise de nerfs. Ils attendaient que je tombe à genoux et que je supplie pour avoir ma maison. J'ai regardé les cartons empilés sur mon canapé sur mesure. J'ai regardé les espaces vides sur mes étagères. J'ai laissé mes épaules s'affaisser juste un peu, imitant parfaitement la posture d'une femme qui avait finalement accepté sa défaite totale. « Vous pouvez avoir la maison », ai-je dit, ma voix projetant un ton creux et brisé. « Je pars. » Béatrice a souri, une expression triomphante et éclatante. « Je savais que tu finirais par entendre raison, Élise. C'est pour le mieux. Adrien sera si soulagé. » Je n'ai pas répondu. Je suis passée devant eux, mon visage un masque de tragédie, alors qu'à l'intérieur, mon pouls s'emballait d'une adrénaline froide et calculée. J'ai pris mon manteau et mon sac à main dans l'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière en ouvrant la lourde porte d'entrée et en sortant dans l'air vif de l'automne. J'ai laissé mes clés sur la console, une reddition silencieuse du champ de bataille. En descendant l'allée vers ma voiture, j'ai glissé la main dans ma poche et j'ai sorti le papier plié que Karim m'avait donné. C'était un bordereau de virement bancaire et griffonné au dos, il y avait un numéro de téléphone et un seul nom. Maxence. Il pensait que je partais les mains vides. Il pensait que j'étais une femme mise au rebut se retirant pour lécher ses blessures dans un appartement bon marché. Il n'avait absolument aucune idée que je ne me retirais pas. Je me mobilisais, j'ai déverrouillé ma voiture, je me suis glissée sur le siège du conducteur et j'ai verrouillé les portes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro au dos du bordereau. La ligne a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et autoritaire ne réponde. « Ici Maxence », a dit la voix. « Ici Élise », ai-je répondu, mon ton abandonnant le personnage de l'épouse vaincue et adoptant la précision tranchante d'une analyste de risque senior. « Je crois que nous avons un problème mutuel à démanteler. »« Je sais exactement qui vous êtes, Élise », a répondu Maxence, sa voix un grondement bas et régulier au téléphone. « Une voiture privée vous attend au coin de votre rue. Montez, nous nous retrouvons au sanctuaire dans 20 minutes. » La ligne est devenue silencieuse. J'ai rangé mon téléphone, ajusté mon manteau et descendu le trottoir de la banlieue, laissant ma maison voler derrière moi. Fidèle à sa parole, une élégante berline noire attendait au coin de la rue. Je suis montée à l'arrière et le chauffeur est parti immédiatement, nous dirigeant vers le quartier des affaires. Le sanctuaire était le genre de club privé haut de gamme qui ne faisait pas de publicité. Il existait derrière une lourde porte en laiton sans plaque dans une rue calme du centre-ville, s'adressant exclusivement à l'élite absolue du monde des affaires. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de musique forte et une interdiction stricte de toute photographie. Quand mon chauffeur s'est arrêté, un voiturier silencieux a immédiatement ouvert ma porte et m'a accompagnée à l'intérieur. J'ai été conduite dans un couloir lambrissé d'acajou, faiblement éclairé, jusqu'à un salon privé isolé tout au fond de l'établissement. Maxence m'attendait. Il était assis dans une lourde banquette en cuir, une carafe en cristal de whisky posée sur la table polie entre nous. À 40 ans, il possédait une présence imposante et acérée. Il portait un costume anthracite sur mesure qui ne portait aucun logo de créateur ostentatoire, mais qui coûtait manifestement une fortune. Il n'avait pas l'air d'un homme que sa femme venait de quitter. Il n'avait pas les yeux creux et désespérés d'un conjoint trahi, cherchant une épaule pour pleurer. Il avait l'air entièrement calme. Il avait l'air létal. Il a versé un 2e verre de whisky et l'a poussé sur la table vers moi. « Asseyez-vous, Élise », dit-il, sa voix un bourdonnement précis et contrôlé. « Nous avons une quantité importante de données à examiner. » Je me suis assise ignorant le verre. « Karim m'a donné votre numéro », ai-je déclaré en gardant un ton strictement professionnel. Il m'a dit qu'Adrien avait falsifié ma signature pour obtenir une ligne de crédit de 500 000 € sur notre maison. Maxence a eu un rire court et sans humour. « Votre beau-frère est un auditeur très observateur. Mais ce demi-million d'euros n'est que de l'argent de poche. C'est leur fonds de démarrage domestique. Le vrai crime, c'est bien plus important. » Maxence a tendu la main à côté de lui et a jeté un épais dossier noir sans marque sur la table. « Ouvrez-le. » J'ai ouvert la couverture.
En tant qu'analyste de données senior spécialisée dans le risque, je traite chaque jour des modèles financiers complexes. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour reconnaître exactement ce que je regardais. Les pages étaient remplies de numéros de routage offshore, de transferts de grands livres cryptés et de factures de fournisseurs fictives. Le flux illicite de capitaux était méticuleusement suivi et mis en évidence. Chloé et Adrien ont détourné 2 millions d'euros, a déclaré Maxence, son ton aussi désinvolte que s'il parlait de la météo. Ils ont utilisé ses anciennes habilitations de sécurité de l'époque où elle était son assistante pour fabriquer des factures de fournisseurs. Ils ont fait transiter les fonds volés par 3 comptes internationaux différents avant de laisser l'argent reposer dans une société écran national. J'ai regardé les registres. L'audace du vol était stupéfiante. J'ai passé mon doigt sur les tableurs imprimés. Ils avaient créé une fausse société de conseil au nom de jeune fille de Chloé, acheminant l'argent par tranche d'un peu moins de 50 000 euros pour éviter les alertes. Bancaire immédiate. C'était une technique de structuration classique et c'était un crime fédéral massif en soi. Comment ont-ils pu penser qu'ils pouvaient voler 2 millions d'euros à votre entreprise sans que vous vous en aperceviez ? Ai-je demandé sincèrement déconcerté par leur stupidité téméraire. Une divergence de cette taille déclenche des audits internes immédiats. Maxence a pris une lente gorgée de son whisky. La glace a cliqueté, brusquement contre le verre en cristal. Parce que ma femme n'a absolument aucune idée de qui je suis vraiment, a-t-il dit. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table, l'énergie de prédateur qui émanait de lui devenant palpable. Pour Chloé, je suis un directeur des opérations de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique régionale. Elle croit que mon salaire annuel est d'environ 90 000 euros. Elle se plaint constamment de mon modeste plan de retraite, de mes comptes d'épargne ennuyeux et de mon manque total d'ambition professionnelle. Elle pense avoir épousé un homme sûr, prévisible et agressivement moyen qui ne pourrait jamais rêver de lui offrir le style de vie somptueux que votre arrogant mari lui a promis. Maxence a souri, une expression glaciale et vide. Chloé ne sait pas que je suis un capital risqueur. Elle ne sait pas que l'entreprise de logistique pour laquelle elle pense que je travaille n'est qu'un actif mineur parmi 47 sociétés de mon portefeuille d'investissement privé. Je suis un milliardaire discret, Élise. Ma véritable valeur nette est totalement invisible pour quiconque n'a pas une habilitation de haut niveau. Mes actifs sont verrouillés derrière des trusts aveugles impénétrables à plusieurs niveaux établis bien avant que je la rencontre. Je ne possède rien sur le papier. Les trusts possèdent tout. J'ai traité les données, les variables, s'emboîtant parfaitement. Donc quand ils ont volé les 2 millions, ai-je raisonné à voix haute, ils pensaient qu'ils vidaient les fonds d'une entité corporative anonyme. Exactement, a confirmé Maxence. Ils ont ciblé une société écran qu'ils croyaient en période de transition désorganisée. Ils n'ont pas réalisé que cette société écran spécifique est entièrement détenue par mon trust principal. Ils n'ont pas volé à une société désorganisée. Ils m'ont volé directement et je les ai regardés faire. Je les regardais comprenant vraiment l'homme assis en face de moi. Il n'avait pas été pris au dépourvu. Il avait délibérément laissé la brèche se produire. Adrien se croyait un génie pour avoir falsifié un document hypothécaire. Il pensait que sa personnalité de directeur des ventes charmant lui donnait la culture financière pour jouer avec le système. Mais Maxence jouait un jeu entièrement différent. Maxence utilisait le système comme une arme. Vous les avez laissés commettre une fraude électronique fédérale, ai-je dit, un rare sentiment de profond respect professionnel s'installant en moi. Le tribunal des affaires familiales est désordonné, émotionnel et fastidieux, a répondu froidement Maxence. Si j'avais confronté Chloé à propos de son infidélité, elle m'aurait entraîné dans des mois de médiation juridique, se battant pour une pension alimentaire et une prestation compensatoire. Je ne m'engage pas dans des batailles émotionnelles. J'ampute mes passifs. J'avais besoin qu'ils commettent un crime si massif, si irréfutable, que la prison fédérale et la ruine financière totale seraient leurs seules options restantes. Je leur ai donné assez de cordes et ils ont noué avec enthousiasme leur propre nœud succulent. Et maintenant, vous avez la documentation pour faire exploser leur vie, ai-je déclaré. J'ai la documentation, a convenu Maxence. Mais pour m'assurer qu'ils ne peuvent pas s'échapper par une procédure de surendettement ou des accords de plaidé coupable favorables, je dois exécuter une manœuvre juridique très spécifique. Je dois refermer complètement le piège et je ne peux pas le faire sans vous. Je veux que vous écoutiez très attentivement les mécanismes juridiques de cette opération, a dit Maxence. Il a fait glisser un document impeccable et fraîchement imprimé sur la table. C'était une seule page dense en citations juridiques et en terminologie financière. Les criminels en col blanc comme Adrien et Chloé opèrent avec un faux sentiment de sécurité, a expliqué Maxence en se penchant en avant. Ils croient que s'ils sont attrapés, ils peuvent simplement engager un bon avocat de la défense, plaider l'ignorance, négocier un accord et déposer une demande de redressement judiciaire pour effacer les pénalités civiles. Ils pensent pouvoir se cacher derrière les lois sur la responsabilité des sociétés pour protéger leurs biens personnels. J'ai l'intention de leur retirer ce luxe. Pour les anéantir complètement légalement et financièrement, nous devons élever leur détournement de fonds d'un simple vol d'entreprise à une conspiration fédérale coordonnée. J'ai pris le document. En tant qu'analyste de risque senior, j'étais intimement familière avec les codes fédéraux listés sur la page.
Vous visez une classification de dette non effaçable, ai-je noté mes yeux parcourant le texte. Vous voulez déclencher une clause de fraude fédérale spécifique afin que même s'ils déposent le bilan, la dette survive. Ils devront l'argent jusqu'à leur mort. Maxence a hoché la tête d'un signe sec d'approbation. Précisément. Mais un vol d'entreprise isolé est trop simple. Chloé pourrait prétendre avoir été manipulée par son nouvel amant. Adrien pourrait prétendre que c'était un prêt commercial qui a mal tourné. Pour verrouiller le piège, nous devons fusionner. Les crimes. Nous devons relier les 150 000 € qu'Adrien a volés de votre compte joint directement aux 2 millions d'euros qu'ils ont détournés de ma société écran. Nous devons prouver un schéma coordonné d'extorsion conjugale et de fraude électronique. J'ai levé les yeux du document rencontrant son regard froid et calculateur. Et comment fusionnons-nous deux crimes financiers complètement distincts, commis par deux personnes différentes, contre deux chons? Victimes différentes, Maxence n'a pas cligné des yeux. Nous fusionnons les victimes, a-t-il déclaré d'une voix égale. Je propose un mariage blanc et lise, un contrat de mariage juridiquement contraignant et méticuleusement rédigé entre vous et moi. L'audace de la proposition s'est installée dans la pièce silencieuse. Je suis resté parfaitement immobile, traitant la brillance stratégique de son plan. Si nous sommes légalement mariés, a poursuivi Maxence. Sa voix adoptant la précision clinique d'un chirurgien expliquant une procédure. Nos actifs et passifs individuels se croisent sous l'égide de notre régime matrimonial. Vos 150 000 € volés et mes 2 millions d'euros volés ne sont plus des incidents isolés. Ils deviennent une attaque ciblée et coordonnée contre une seule entité juridique par deux individus conspirateurs. Dès que nous déposerons notre acte de mariage à la mairie, Adrien et Chloé ne seront plus de simples petits voleurs. Ils seront co-conspirateurs dans un schéma de raquette fédérale de plusieurs millions d'euros. Mon esprit analytique s'est emballé, traçant les voies légales. C'était une manœuvre létale et sans faille. Les procureurs fédéraux n'auraient pas à monter deux dossiers distincts. Ils auraient une seule piste papier massive et indéniable de fraude. Électronique d'usurpation d'identité et d'extorsion conjugale interconnectée. Et comme mon beau-père s'est porté garant de la ligne de crédit frauduleuse d'Adrien, ai-je ajouté, sentant une montée d'adrénaline froide, la fusion de notre statut juridique signifie que la garantie de Gérard est désormais directement liée à une enquête fédérale. Maxence a souri, et c'était une expression terrifiante. Exactement. Lorsque les agents fédéraux gèleront les actifs d'Adrien, ils gèleront instantanément le patrimoine de Gérard et Béatrice également. La banque engagera une procédure de saisie en quelques heures. Toute la famille sera ruinée publiquement, humiliée et dépouillée de tous les biens qu'elle possède. Ils voulaient construire un héritage. Nous allons leur remettre un acte d'accusation fédérale. Je me suis adossée à la banquette en cuir. C'était une mesure extrême, un mariage de pure vengeance tactique. Mais j'ai pensé à la cruauté absolue que j'avais endurée quelques heures auparavant. J'ai pensé à Adrien debout dans ma cuisine, se moquant de ma carrière. J'ai pensé à Béatrice, exigeant que je considère mes économies volées comme une indemnité de départ pour avoir gaspillé la jeunesse de son fils. Il m'avait jeté comme un déchet, supposant que j'étais trop faible et trop ennuyeuse pour me défendre. Ils avaient fondamentalement mal calculé ma tolérance au risque. Quelles sont les conditions de ce contrat? Ai-je demandé, ma voix parfaitement stable. Maxence a sorti un élégant stylo en platine de la poche de sa veste et l'a posé à côté du document. Le mariage sera strictement un arrangement d'affaires. Nous signons immédiatement un contrat de mariage protégeant mes trusts préexistants et vos actifs indépendants. Nous restons mariés sur le papier juste assez longtemps pour que les actes d'accusation fédéraux tombent et que les confiscations d'actifs soient finalisées. Une fois qu'Adrien et Chloé seront entiers. Détention fédérale et que les beaux-parents seront expulsés de leur manoir. Saisis, nous demanderons une annulation à l'amiable. Il a soutenu mon regard, ses yeux sombres, intenses et absolus. En échange de votre coopération, je veillerai à ce que vous receviez une restitution financière complète, pas seulement les 150 000 € qu'Adrien a volés. Je vous verserai des honoraires de consultation de 1,5 million d'euros de mon trust privé dès que notre annulation sera finalisée, 10 fois ce qu'ils vous ont pris. Vous récupérez votre argent, vous récupérez votre indépendance et vous obtenez la destruction absolue et totale de la famille qui a essayé de vous ruiner. J'ai regardé le document sur la table. Un 5 millions d'euros, la liberté financière, le pouvoir ultime d'écraser les gens qui pensaient que je n'étais qu'un tremplin pour leur golden boy. Je n'ai pas eu besoin de temps pour réfléchir. Je n'ai pas eu besoin de consulter mes émotions. Les données étaient parfaitement claires. Le retour sur investissement était astronomique et le risque était entièrement reporté sur mes ennemis. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris le stylo en platine. Je suis une analyste de risque. Maxence, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Et je calcule qu'Adrien et Chloé sont sur le point de subir un krach boursier catastrophique. J'ai signé mon nom au bas de la proposition d'un trait. Rapide et décidé. J'ai repoussé le papier sur la table. Maxence a examiné la signature, un air de satisfaction sombre et distinct, traversant ses traits. Il a tendu la main droite sur le bois poli. J'ai tendu la main et j'ai saisi la sienne. La poignée de main était ferme, scellant un pacte forgé dans la trahison et la logique froide. Demain à midi, a dit Maxence. Portez quelque chose d'élégant. Nous avons une mairie à visiter et un piège à tendre.
J'ai quitté. Le sanctuaire avec une concentration singulière et brûlante. Maxence m'avait réservé une suite sécurisée dans un hôtel de luxe du centre-ville équipé de réseaux cryptés à haut débit. Dès que j'ai verrouillé la lourde porte en bois derrière moi, j'ai déballé mon poste de travail principal. En tant qu'analyste de données senior spécialisé dans le risque, je construis des modèles prédictifs pour détecter les vulnérabilités institutionnelles et suivre les comportements financiers anormaux. Adrien se croyait un génie du crime, mais pour moi son empreinte numérique était aussi subtile qu'une enseigne au néon dans une pièce sombre. J'ai commencé à compiler le dossier de preuves de fraude fédérale en sirotant un café noir, tandis que les lumières de la ville s'allumaient à l'extérieur de ma fenêtre. J'ai commencé avec les 150 000 € prélevés sur notre compte joint. En utilisant les protocoles de vérification bancaire standard, j'ai retracé l'horodatage exact du virement. Adrien l'avait initié depuis l'adresse IP de son bureau, omettant complètement d'utiliser un simple proxy. Ensuite, je me suis penchée sur la ligne de crédit de 500 000 € dont Karim m'avait averti. Adrien avait scanné et téléchargé les documents hypothécaires prétendument signés sur le portail de prêt. Il avait oublié que les scanners numériques modernes intègrent des métadonnées cachées. J'ai extrait les données EXIF de son PDF téléchargé. Les documents avaient été scannés sur une machine enregistrée au nom du syndic de l'immeuble de Chloé et l'horodatage de la signature numérique était en conflit total avec le cachet du notaire. Son ami du cercle privé avait pris des raccourcis en antidatant le sceau du notaire, laissant une faille flagrante et poursuivable dans la chronologie. Ensuite, j'ai fusionné mes découvertes avec le dossier noir que Maxence m'avait fourni. Chloé et Adrien avaient créé leur fausse société de conseil en utilisant un service d'agent agréé au Luxembourg. Ils avaient fait transiter les 2 millions d'euros de Maxence par des comptes offshore aux îles Caïmans avant de les rapatrier pour blanchir les fonds. Mais Adrien, aveuglé par son propre ego démesuré, avait lié son numéro de téléphone portable personnel à l'authentification à 2 facteurs du portail bancaire principal de la société écran. C'était une défaillance opérationnelle. Catastrophique. J'ai cartographié tout le réseau sur mon écran ligne verte pour la falsification nationale, ligne rouge pour la fraude électronique internationale. La visualisation de leurs crimes était la perfection absolue. Je les avais acculés dans un coin d'où ils ne pourraient n'être jamais négocier leur sortie. À 20h précises de le soir suivant, un coup sec a retenti dans ma suite. J'ai ouvert la porte pour trouver Karim dans le couloir. Il portait un manteau de laine sombre, ses yeux balayant le couloir vide avant d'entrer rapidement. Maxence est sorti du salon attenant, ajustant les poignets de sa chemise sur mesure. Nous nous sommes tenus tous les trois au centre de la suite, formant l'alliance la plus improbable et la plus dangereuse imaginable. Karim n'a pas perdu de temps en politesse. Il a sorti de sa mallette en cuir une épaisse pile de journaux d'audit imprimés. En tant qu'auditeur indépendant, j'ai accès au serveur de vérification secondaire de la banque régionale. Adrien a utilisé pour garantir la ligne de crédit frauduleuse, a déclaré Karim Savoie, un baryton bas et régulier. J'ai effectué un audit fantôme ce matin sous le couvert d'un contrôle de conformité de routine. Ce que j'ai trouvé va considérablement accélérer votre calendrier. Il a étalé les documents sur la table à manger en verre. Je me suis penché mes yeux, attrapant immédiatement les signatures des garants sur les accords de prêt secondaire. Adrien n'a pas seulement falsifié votre signature pour obtenir un prêt sur la maison. Élise a expliqué Karim en pointant une ligne de données surlignée. La banque a signalé son ratio d'aide sur revenu à cause des virements massifs qu'il effectuait vers les comptes écrans de Chloé. Pour forcer l'approbation du prêt, Adrien avait besoin d'un garant avec des actifs liquides substantiels. Karim a tapoté une ligne de signature spécifique sur le grand livre imprimé. Votre beau-père s'est porté garant pour l'intégralité de la ligne de crédit de 500 000 €. J'ai regardé la signature numérique de Gérard, réalisant l'ampleur de ce que Karim venait de révéler. Gérard n'avait pas seulement emballé mes cartons et insulté ma carrière. Il avait légalement ancré sa propre existence financière au stratagème frauduleux de son fils. Il a utilisé le domaine familial comme garantie. Maxence a observé son ton dangereusement calme alors qu'il analysait les formulaires de déclaration d'actifs. Gérard a mis en gage sa résidence principale pour garantir la dette d'Adrien. Karim a hoché la tête, ses yeux sombres rencontrant les miens. Béatrice et Gérard sont entièrement engagés. Ils ont réhypothéqué leur propre propriété libre de toute charge pour garantir la nouvelle vie d'Adrien avec Chloé. Ils pensent qu'Adrien est un génie de la finance qui avait juste besoin d'un pré-relais temporaire. Ils n'ont aucune idée qu'il a utilisé cette ligne de crédit pour compléter les 2 millions d'euros qu'il a volés à Maxence. La pièce est tombée dans un silence total alors que la réalité du piège s'installait sur nous. J'ai regardé le tout. Réseau interconnecté de documents sur la table. Le piège n'était plus seulement construit pour Adrien et sa maîtresse. Il s'était étendu, entraînant mes beaux-parents toxiques directement dans le rayon de l'explosion. Si nous procédons aux inculpations fédérales et déclenchons les clauses de défaut sur les fonds d'entreprise volés, ai-je dit ma voix résonnant dans la suite silencieuse, les actifs d'Adrien seront immédiatement gelés par le gouvernement. La banque paniquera, ils feront immédiatement appel à la garantie du garant pour couvrir le demi-million frauduleux. Maxence a terminé mon calcul avec un sourire froid, ce qui signifie que Béatrice et Gérard perdront leur domaine. La banque les saisira le jour même où Adrien sera arrêté par les agents fédéraux. Ils seront laissés dans une misère absolue.
Karim s'est redressé ajustant son manteau. Il avait passé des années à regarder Béatrice et Gérard choyer Adrien, tout en traitant tout le monde comme du personnel jetable. Il les avait regardés emballer mes affaires avec empressement et se moquer de ma douleur. Faire tomber Adrien les détruira-t-il complètement, a demandé Karim, sa voix stable et résolue. Oui, ai-je répondu sans hésitation. J'ai regardé Maxence puis Karim. Personne dans cette pièce n'allait suggérer la clémence. Béatrice avait qualifié mes économies volées d'indemnité de départ. Gérard avait ri en volant ma maison. Il voulait un héritage construit sur ma ruine financière. Je ne faisais que leur rendre l'appareil. Nous ne montrerons absolument aucune pitié, ai-je déclaré. Maxence a souri, un éclair sombre et brillant d'anticipation illuminant ses traits. Nous brûlerons tout jusqu'aux fondations, a-t-il convenu. 2 jours plus tard, le moment était venu d'exécuter la première phase physique de notre stratégie. Je suis entrée dans l'élégante salle de conférence aux parois de verre du conseil juridique d'Adrien. J'avais délibérément choisi ma garde-robe pour cette performance spécifique. Au lieu de mes tailleurs ajustés habituels, je portais un cardigan beige froissé et trop grand, un maquillage minimal et des chaussures plates. Je me suis assurée que mes cheveux aient l'air un peu négligés et je me suis entraînée à garder les épaules affaissées. Je devais projeter l'image d'une femme qui avait passé les dernières 48 heures à sangloter sur le sol d'une chambre d'hôtel. Adrien était déjà assis à l'immense table en acajou. Il était flanqué de son avocat, un homme mielleux et trop confiant, nommé Maître Dubois. Adrien portait un costume bleu marine flambant neuf et une montre de luxe que je savais qu'il avait acheté avec mes économies volées. Il était adossé à son fauteuil ergonomique en cuir, tapotant un stylo en or contre la table rayonnant de la satisfaction suffisante d'un conquérant. Quand je suis entrée, il n'a même pas pris la peine de se lever. Il a juste souri, savourant mon apparence débraillée comme un bon vin. « Asseyez-vous, Élise », a dit Adrien en désignant vaguement la chaise en bois inconfortable en face de lui. « Faisons ça vite. J'ai une réservation pour déjeuner avec Chloé et elle déteste attendre. » J'ai gardé les yeux baissés, tirant lentement la chaise et m'asseyant tout au bord du siège. J'ai laissé mes mains trembler d'une fraction de millimètre en les posant sur mes genoux. « Je suis prête », ai-je murmuré en m'assurant que ma voix paraisse fragile et creuse. Maître Dubois a fait glisser une épaisse pile de documents juridiques sur le bois poli. « Voici l'acte de renonciation et l'accord de règlement global », a expliqué Dubois en tapotant la première page avec un doigt manucuré. « En signant ceci, vous renoncez officiellement à tous vos droits, titres et intérêts sur le bien conjugal. Vous reconnaissez également la nouvelle structure hypothécaire mise en place par Adrien et vous acceptez de partir sans contester le transfert de capitaux propres. C'est une rupture nette. » J'ai fixé les pages feignant d'être submergées par le jargon juridique. En réalité, mon esprit analytique scannait le paragraphe exact de la page 14. Maxence avait déchaîné son équipe d'élite de plaideurs d'entreprise la veille. Ils avaient intercepté le projet numérique que Dubois avait envoyé pour ma relecture et y avaient injecté une clause empoisonnée hautement spécialisée et absolument létale dans la section d'indemnisation. Ils avaient enmasqué l'insertion en modifiant légèrement les marges de mise en page afin que le document paraisse identique au projet original. La clause était un chef-d'œuvre de guerre financière. Dissimulée sous un mur dense de clauses de non-responsabilité standard, se trouvait une clause de garantie croisée et de solidarité de la dette. En termes simples, elle stipulait qu'en acceptant la propriété exclusive du bien grevé, Adrien liait inconditionnellement tous ses actifs, biens et entités sociales acquis à l'avenir à l'intégralité du solde de la dette frauduleuse. De plus, elle renonçait explicitement à son droit à la protection du voile social ou à l'effacement de la dette en cas de défaut ou de fraude fédérale. Adrien pensait qu'il ne faisait que prendre ma maison. Il n'avait aucune idée qu'il liait légalement tout son avenir et les 2 millions d'euros volés qu'il détenait avec Chloé à une encre toxique et frauduleuse. « Êtes-vous sûr que c'est la seule solution ?» ai-je demandé en forçant une légère fêlure dans ma voix. J'ai payé l'apport Adrien. Je n'ai nulle part où aller. Adrien a levé les yeux au ciel, clairement agacé par ma démonstration de faiblesse. « Nous avons déjà discuté de cela, Élise. La maison est hypothéquée. L'argent a disparu. Tu peux faire traîner ça au tribunal pendant 2 ans et te ruiner en frais de justice. Ou tu peux signer le papier et partir avec le peu de dignité qu'il te reste. Sois une analyste de risque rationnel pour une fois dans ta vie. Limite tes pertes. » Il était si aveuglé par son propre ego, si entièrement convaincu de son intelligence supérieure qu'il n'a même pas pris la peine de lire le contrat qu'il me forçait à signer. Il a simplement supposé que parce que j'avais l'air vaincu, je m'étais réellement rendu. Il a supposé que son avocat avait rédigé un bouclier impénétrable. Il n'a jamais envisagé qu'un prédateur puisse se cacher dans ses propres documents. J'ai laissé échapper un unique et lourd soupir. J'ai pris le stylo fourni par Dubois. Je l'ai tenu maladroitement en m'assurant que ma main tremble visiblement en signant mon nom sur la ligne pointillée. J'ai tourné la page suivante et j'ai signé à nouveau. J'ai répété le processus exécutant chaque porte dérobée que les avocats de Maxence avaient en se construite. Quand j'ai eu fini, j'ai repoussé la pile de documents sur la table. Dubois a rapidement vérifié mes signatures, ignorant complètement le texte au-dessus d'elle, puis a fait glisser la pile vers Adrien pour ses contre-signatures. Adrien a attrapé son stylo en or. Il n'a pas lu une seule phrase. Il n'a pas jeté un coup d'œil à la page 14.
Il a juste griffonné rapidement sa signature sur chaque ligne requise, son visage rayonnant. D'un triomphe arrogant. À chaque coup de stylo, il s'enfermait légalement dans une conspiration de racket fédérale. Il scellait sa propre condamnation et il le faisait avec un énorme sourire satisfait. « Voilà », a dit Adrien en jetant le stylo sur la table. « C'est fait, tu es officiellement relevé de tes fonctions domestiques. » Dubois a rassemblé les documents, les estampillant de son sceau de notaire. « Je ferai enregistrer cela au service de la publicité foncière. D'ici la fin de la journée », a confirmé Dubois. Je me suis levé lentement en gardant une posture de vaincu. J'ai pris mon manteau beige bon marché et mes chaussures éraflées et pratiques. Je n'ai pas regardé Adrien en boutonnant mon manteau. Je me suis juste tournée et j'ai commencé à marcher vers les lourdes portes en verre de la salle de conférence. Adrien n'a pas pu résister à un dernier coup de poignard. Il s'est levé boutonnant sa veste de costume. Coûteuse. « Et Élise » a appelé Adrien. Je me suis arrêtée et j'ai tourné légèrement la tête, ma main posée sur la poignée de porte en métal. Adrien était appuyé contre la table, les bras croisés, me regardant comme si j'étais quelque chose de raclé au fond de sa chaussure. « Bonne vie dans un studio » a-t-il ricané, sa voix résonnant fort dans la pièce stérile. « Essaie de trouver un passe-temps, les tableurs ne peuvent donc pas te tenir chaud la nuit. » Je l'ai regardé. J'ai complètement abandonné le rôle de la femme fragile et brisée. J'ai regardé l'homme qui avait volé mes économies, trahi ma confiance et insulté mon intelligence. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de crise. Je lui ai simplement offert un sourire glacial et acéré. J'aurai exactement ce que je mérite, ai-je répondu, ma voix stable et parfaitement claire. J'ai poussé la porte et je suis sortie dans le couloir, laissant Adrien seul avec ses documents falsifiés et sa destruction imminente. La phase de l'heure était terminée. La pilule empoisonnée avait été avalée. Le compte à rebours de leur anéantissement total avait officiellement commencé. Dans les 48 heures qui ont suivi la signature des documents hypothécaires frauduleux, Adrien a exécuté sa prochaine manœuvre financière désastreuse. Assise dans ma suite d'entreprises temporaires, j'ai vu les alertes numériques s'allumer sur mon tableau de bord sécurisé. Adrien et Chloé avaient pris les 500 000 € extraits de ma maison et les avaient combinés avec les 2 millions d'euros détournés de Maxence. Ils ont immédiatement investi les fonds consolidés dans un acompte massif sur un domaine tentaculaire de 3 millions d'euros dans le quartier le plus exclusif de la ville. C'était une démonstration stupéfiante d'analphabétisme financier et d'arrogance débridée. Adrien croyait sincèrement que la conversion d'argent volé en un actif physique solide légitimerait en quelque sorte sa richesse soudaine. Il pensait que l'achat d'un manoir lourdement hypothéqué le rendrait intouchable. Il supposait que le voile social de la fausse société de conseil de Chloé les protégerait de toute responsabilité civile. En réalité, il venait de peindre une énorme cible fédérale sur son propre dos. La transaction immobilière liait parfaitement la falsification nationale à la fraude électronique internationale, solidifiant la piste exacte dont nous avions besoin pour les accusations de vol qualifié. Alors qu'Adrien et Chloé s'installèrent dans leur luxe volé, le reste de mon ancienne famille a lancé une campagne vicieuse de guerre psychologique. Ils ne se sont pas contentés de voler ma vie et ma maison. Ils avaient besoin de parader publiquement ma prétendue défaite. Mon téléphone a commencé à s'illuminer de notifications incessantes, alors que Sophie et Béatrice se mettèrent au travail sur les réseaux sociaux. Elles traitaient Chloé comme une reine, diffusant chacun de ses mouvements à tout notre réseau social. Béatrice a publié d'innombrables albums publics du nouveau manoir. Elle a mis en ligne de longues vidéos du grand escalier en marbre de la piscine à débordement chauffé et des immenses plafonds voûtés. Ces légendes dégoulinaient d'un triomphe toxique. Elle a là écrit des choses comme « tellement bénie d'avoir enfin une belle-fille qui sait comment construire un vrai foyer et d'améliorer l'héritage familial une pièce à la fois ». Sophie était encore plus agressive dans sa cruauté. Elle publiait des photos quotidiennes de Chloé drapée dans des vêtements de maternité de créateurs exorbitants, tenant son ventre arrondi tout en se tenant dans la nouvelle cuisine caverneuse. Sophie s'assurait de taguer délibérément mes comptes personnels dans chaque publication. Elle voulait garantir que je reçoive une notification numérique chaque fois qu'elle célébrait ma remplaçante. Une publication montrait Adrien embrassant Chloé sur la joue devant une voiture de sport importée flambant neuve. Sophie a légendé « Mon frère a enfin obtenu la promotion qu'il mérite, laissant le poids mort derrière lui ». Même Gérard, mon ancien beau-père, s'est joint au spectacle. Il a posté une photo tenant un verre en cristal de whisky cher sur le balcon du nouveau domaine, se vantant du sens des affaires inégalé de son fils. Il voulait fondre que je craque. Il voulait maintenant que je réponde avec des commentaires colériques et amers pour qu'il puisse m'en faire des captures d'écran de ma misère et les faire circuler dans leur cercle privé comme un trophée. Je leur ai offert un silence absolu. Chaque fois qu'une notification apparaissait sur mon écran, je prenais simplement une capture d'écran cataloguée, les preuves de leurs dépenses illicites et les ajoutais directement au dossier de fraude fédérale. Leur cirque sur les réseaux sociaux n'était rien de plus qu'une diffusion en direct de preuves fédérales. Ils documentaient en temps réel leur propre possession de biens volés, fournissant avec empressement aux autorités un inventaire détaillé des biens physiques à saisir.
Une semaine après l'achat de la maison, j'ai pris un ascenseur privé jusqu'au dernier étage de la plus haute tour résidentielle du quartier des affaires. Maxence possédait tout le penthouse, une forteresse élégante et minimaliste de verre et d'acier planant au-dessus de la ville. C'était l'incarnation physique de la richesse véritablement intouchable, un contraste saisissant avec le château de cartes frauduleux qu'Adrien venait d'acheter. Je suis entrée dans le vaste salon serrant mon disque dur crypté. Maxence se tenait près des fenêtres, allant du sol au plafond, regardant la grille géométrique des rues de la ville. Il portait une chemise blanche impeccable, aux manches retroussées, un verre de bourbon sombre reposant sur la table d'appoint à côté de lui. Sur l'immense table à manger en quartz, notre équipe juridique avait disposé les derniers documents pour les autorités. Le piège était entièrement construit. Chaque relevé bancaire, chaque signature falsifiée, chaque virement acheminé et chaque élément de métadonnées numériques avait été imprimé, indexé et recoupé. Nous compilions les dernières pièces à conviction pour la brigade financière et préparions les rapports pour le fisc. Nous avions souligné chaque violation du code des impôts et cartographié toute la séquence de blanchiment d'argent. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table et j'ai affiché la dernière vague de publications sur les réseaux sociaux. Béatrice venait de mettre en ligne une vidéo en direct de Chloé faisant visiter la nouvelle chambre de bébé, se vantant d'un berceau italien importé qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une année entière. J'ai appuyé sur lecture, laissant la voix stridente et vantarde de Béatrice résonner brièvement dans l'espace silencieux et sophistiqué du penthouse. Maxence s'est lentement détourné de la fenêtre. Il s'est approché de la table et a regardé l'écran, observant sa femme jouer à la maman, avec l'homme qui avait volé les fonds de son entreprise. Son visage était un masque de calme prédateur et froid. Il n'a montré aucune once de colère ou de trahison. Il a simplement analysé le comportement de ses cibles, évaluant leur positionnement tactique avec une précision clinique et détachée. Ils dépensent l'argent beaucoup plus vite que prévu, ai-je noté en faisant défiler le fil pour montrer les derniers achats de luxe. Adrien vient d'acheter une adhésion exclusive à un yacht club. Ils sont complètement ivres de leur propre génie perçu. Ils se sentent invincibles. J'ai tendu la main et j'ai fermé l'ordinateur portable, coupant la voix de Béatrice et replongeant la pièce dans le silence. Le dossier de preuve est parfaitement organisé et prêt à être soumis, ai-je déclaré. Maxence a pris son verre de bourbon et a bu une gorgée lente et mesurée. Il a de nouveau regardé, par la grande fenêtre, observant les minuscules voitures inconscientes se déplacer le long des rues bien en dessous. Il a esquissé un sourire sombre et acéré qui ne contenait absolument aucune pitié. « Laissez-les monter plus haut », a dit Maxence, sa voix résonnant d'une finalité absolue et impitoyable. « La chute brisera plus d'os. Le lendemain matin, nous avons lancé l'attaque. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de confrontation dramatique dans une salle bondée, ni de dispute criarde. L'exécution financière est un processus silencieux et stérile. Nous étions assis dans l'élégante salle de conférence du principal cabinet d'avocats de Maxence, flanqué de 3 anciens procureurs qui facturaient désormais des honoraires exorbitants pour naviguer dans le labyrinthe de la criminalité en col blanc. Je me suis assise à la longue table en acajou et j'ai remis la clé USB cryptée contenant le dossier complet et non expurgé de la fraude fédérale. Chaque signature falsifiée, chaque virement acheminé, chaque élément de métadonnées liant Adrien et Chloé aux 2 millions d'euros détournés et à mes 150 000 euros volés était enfermé dans ce petit morceau de métal. L'avocat principal l'a branché sur un terminal sécurisé. En quelques frappes délibérées, les données ont été transmises directement à un contact haut placé au sein de la brigade financière. Simultanément, le dossier a été signalé et acheminé à la cellule d'enquête criminelle du fisc. Les enquêtes de cette envergure ne commencent pas avec des sirènes hurlantes et des portes défoncées. Elles commencent dans un silence absolu. Elles commencent par des réquisitions judiciaires scellées et envoyées via des canaux cryptés aux responsables de la conformité des banques. Elles commencent par des experts comptables judiciaires qui croisent dans les numéros d'identification fiscale avec les codes de routage offshore. Pour un homme comme Adrien qui se complaisait dans les déclarations bruyantes, les postures toxiques et les étalages tape à l'œil de richesses volées, cette machinerie silencieuse était son angle mort ultime. Il s'attendait à voir une ex-femme hurlante se présenter à sa porte pour le supplier de lui rendre sa maison. Il n'était absolument pas préparé à une perquisition silencieuse au siège de son prêteur hypothécaire. Au cours des 2 semaines suivantes, l'étranglement lent et invisible des finances d'Adrien a commencé. Grâce au réseau discret de contacts d'audit de Karim, nous avons suivi les répercussions subtiles et dévastatrices dans le secteur bancaire. Le fisc a placé une première saisie conservatoire sur la société écran que Chloé avait enregistrée. Ensuite, les autorités ont demandé un examen de conformité secondaire de la ligne de crédit de 500 000 € qu'Adrien avait obtenue en utilisant ma signature falsifiée. Dès que les agents ont fait correspondre les métadonnées numériques de mes fonds volés avec les virements internationaux utilisés pour acheter leur nouveau manoir, les déclencheurs de fraude automatisés se sont activés. En coulisses, les dirigeants de la banque ont commencé à geler discrètement les comptes secondaires. Adrien est resté complètement et béatement ignorant. Il était trop occupé à choisir du marbre italien importé pour son nouveau hall d'entrée et à
se vantait de son génie financier pour remarquer que son compte courant principal avait soudainement cessé d'accepter les virements externes. Il a supposé que sa richesse nouvellement acquise faisait de lui un client prioritaire, ignorant complètement que ses comptes avaient été signalés avec des codes de blocage fédéraux que même un président de banque ne pouvait pas annuler. La tension dans ma suite d'entreprises temporaires est devenue une entité physique et vivante. Chaque matin, je me réveillais, buvais mon café noir et vérifiais le tableau de bord crypté que Maxence avait fourni. Je regardais le filet se resserrer autour d'eux. J'ai vu une petite carte de crédit refusée dans un restaurant chic du centre-ville, une dépense que Chloé a probablement balayée comme une simple erreur de terminal. J'ai noté un virement retardé pour un service d'aménagement paysager de luxe qu'Adrien a probablement imputé aux heures d'ouverture des banquiers le week-end. Ils étaient complètement isolés par leur propre arrogance à couper le souffle interprétant les premières fissures dans la glace comme de simples pépins administratifs. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient déjà au fond de l'océan. Karim m'a appelé tard un jeudi soir depuis un téléphone prépayé non traçable. Il a confirmé que le service de conformité de la banque de Gérard venait de recevoir une demande des autorités concernant la garantie, utilisée pour le prêt d'Adrien. La propre maison de Gérard, le domaine tentaculaire dont Béatrice se pavanait, était désormais officiellement considérée comme un passif dans une enquête fédérale active. Karim a décrit avoir été assis en face de Gérard lors d'un dîner de famille quelques heures plus tôt. Gérard avait fait tourner un verre de whisky cher se vantant auprès de Karim de la facilité avec laquelle Adrien avait navigué sur le marché. Immobilier. Karim avait hoché la tête souris poliment et gardé le silence, sachant pertinemment que la signature de Gérard sur ce document frauduleux était une bombe à retardement. La discipline pure qu'il a fallu à Karim pour s'asseoir à cette table et ne rien dire n'a fait qu'approfondir mon profond respect pour lui. Il était l'infiltré parfait. L'attente fut une masterclass d'endurance psychologique. Il y a eu des moments où j'ai voulu conduire jusqu'à leur domaine de 3 millions d'euros et les regarder dans les yeux. Je voulais voir la panique s'inscrire sur le visage de Béatrice. Je voulais que Gérard réalise que tout son héritage s'évaporait dans les airs. Mais en tant qu'analyste de risque senior, je sais que la célébration prématurée est la mort d'une stratégie parfaite. On n'interrompt pas l'ennemi quand il fait une erreur, et on ne le prévient certainement pas quand la guillotine est sur le point de tomber. J'ai canalisé mon énergie dans mon travail en maintenant une parfaite maîtrise professionnelle au bureau. Je siégeais dans des salles de conseil pour analyser les profils de risque des entreprises, tout en orchestrant en privé la réalisation de risques la plus dévastatrice de ma vie. Maxence et moi communiquions quotidiennement, nos conversations étaient brèves, tactiques et totalement dénuées d'émotion. Il a rapporté que les agents finalisaient les mandats de saisie des avoirs. Dès que ces mandats seraient signés par un juge, le gel invisible des comptes d'Adrien deviendrait une réalité très visible et catastrophique. L'exécution silencieuse de ce plan exigeait un détachement clinique et froid. Je passais mes soirées dans le penthouse avec Maxence à revoir le calendrier. Nous avons planifié la séquence exacte des perquisitions à venir. Il voulait s'assurer de capturer les appareils numériques utilisés pour autoriser les transferts offshore avant qu'Adrien ou Chloé ne puissent tenter d'effacer les disques durs. Ils avaient besoin qu'ils soient à l'aise. Ils avaient besoin qu'ils se sentent en sécurité dans leur manoir, entourés de leur luxe volé. Nous nous tenions près des fenêtres, allant du sol au plafond, regardant la grille tentaculaire de la ville. Nous opérons dans le calme avant la tempête absolue. À noter Maxence Savoie, un bourdonnement régulier et constant contre la vitre. Les mandats ont été rédigés. Ce n'est plus qu'une question de jours. Ce n'est plus qu'une question de jours, avait dit Maxence, et son calendrier s'est avéré d'une précision sans faille. Le mardi suivant, je suis retournée à ma suite d'entreprises sécurisées après une journée épuisante à exécuter des modèles de projection de risque au bureau. J'ai laissé tomber ma mallette sur la console et j'ai parcouru la petite pile de courriers que le concierge avait montée. Parmi les avis de services publics standards et les newsletters d'entreprise, un élément se démarquait comme une erreur flagrante sur une feuille de calcul impeccable. C'était une enveloppe épaisse et surdimensionnée en papier cartonné crème. L'adresse de l'expéditeur dans le coin supérieur gauche arborait un monogramme doré ostentatoire et personnalisé combinant les initiales d'Adrien et de Chloé. Je l'ai fixé pendant un long moment mon esprit analytique, catégorisant automatiquement l'audace pure requise pour retrouver l'adresse de mon logement d'entreprise temporaire juste pour envoyer ce courrier. J'ai glissé mon doigt sous le seau de cire et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur reposait une invitation méticuleusement conçue et gaufrée d'or. Elle était lourde de chair et totalement dépourvue de goût. La calligraphie fluide annonçait une célébration combinée de fiançailles et de révélation du sexe du bébé pour Adrien et sa nouvelle future épouse. Le lieu indiqué était le cercle privé de la Chênaie, le lieu le plus exclusif et le plus follement cher de toute la région métropolitaine. C'était exactement le club où Béatrice passait ses après-midi à boire des mimosas et à se vanter de la richesse fabriquée de sa famille. Alors que je sortais complètement l'invitation de l'enveloppe, un plus petit morceau de papier à lettres, personnalisé, s'était envolé et a atterri sur le parquet. Je me suis penchée et je l'ai ramassé. C'était une note manuscrite rédigée dans l'écriture familière pointue et en boucle de mon ancienne belle-mère Béatrice.
L'encre était d'un bleu foncé et venimeux. J'ai lu la seule phrase écrite sur la carte. Je pensais que tu aimerais voir à quoi ressemble une vraie famille. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas ressenti la piqûre aiguë et familière du rejet qui me paralysait autrefois pendant mes 6 années de mariage. Au lieu de cela, une vague de clarté profonde et froide m'a envahie. Béatrice n'avait pas pu s'en empêcher. Son besoin d'infliger de la douleur, son désir désespéré d'affirmer sa domination sur la femme qu'elle considérait comme un échec mis au rebut, avait complètement supplanté tout sens élémentaire de prudence. Elle voulait que je m'assoie dans un studio sombre en tenant cette carte gaufrée d'or pleurant sur la vie que j'étais censée avoir perdue. Elle voulait remuer le couteau dans la plaie, s'assurant que je sache exactement à quelle vitesse j'avais été remplacée et avec quel faste ils célébraient ce remplacement. Elle voulait que je ressente tout le poids écrasant de leur triomphe. Je me suis dirigée vers l'îlot de la cuisine posant l'invitation et la petite note cruelle de Béatrice à plat sur le comptoir en marbre. Je me suis penchée sur les documents étudiant la date imprimée en élégantes feuilles d'or. Une lente et glaçante prise de conscience a commencé à se former dans mon esprit. J'ai rapidement sorti mon téléphone crypté et j'ai ouvert le calendrier fédéral partagé que Maxence et moi avions créé. J'ai croisé la date de la fête de fiançailles avec les dates prévues d'exécution des mandats de saisie d'actifs fédéraux. L'alignement n'était pas seulement proche, c'était un chef-d'œuvre mathématique absolu. J'ai immédiatement composé le numéro sécurisé de Maxence. Il a répondu à la première sonnerie, le bruit de fond de son Penthouse étant silencieux et immobile. J'ai reçu un courrier intéressant, ai-je déclaré, ma voix vibrant d'une énergie basse et contrôlée. Béatrice a retrouvé ma suite d'entreprise. Elle m'a envoyé une invitation officielle à la fête de fiançailles et de révélation du sexe d'Adrien et Chloé au cercle privé de la Chênaie. Maxence a laissé échapper un souffle court et sec d'amusement. L'arrogance est vraiment stupéfiante, a-t-il répondu. Ils organisent un gala de haute société massif financé entièrement par de l'argent d'entreprises détourné et des prêts bancaires frauduleux. Quelle est la date exacte de cette performance ? J'ai lu la date à voix haute, les yeux fixés sur la feuille d'or. J'ai écouté Maxence traiter l'information à l'autre bout du fil. Le silence s'est étiré pendant 3 secondes, avant que j'entende le son distinct de son verre de bourbon en cristal se poser sur son bureau. Élise, a dit Maxence, sa voix tombant dans une cadence mortelle et précise. C'est exactement le week-end où la brigade financière doit exécuter les mandats de saisie. La division des crimes en col blanc prévoit de geler tous les comptes concernés d'ici la fermeture des bureaux ce vendredi-là. La perfection du scénario s'est imposée à moi. Adrien et Chloé allaient organiser l'événement le plus cher et le plus médiatisé de leur vie, entouré de l'élite absolue de la ville, au moment exact où toute leur fondation financière se désintégrerait. Ils allaient en se tenir dans une salle de bal drapée de fleurs et de champagne, ignorant complètement que des agents avaient déjà verrouillé les portes de leurs comptes bancaires. Je dois confirmer quelque chose, ai-je dit à Maxence. J'appelle Karim tout de suite. J'ai mis fin à l'appel avec Maxence et j'ai immédiatement composé le numéro sécurisé de Karim. Mon ancien beau-frère a répondu à voix basse, s'éloignant clairement d'une réunion de famille pour parler. Karim, j'ai besoin que tu vérifies les registres d'audit du cercle privé de la Chênaie, ai-je demandé. Je sais que Gérard est membre, mais une fête de cette ampleur nécessite un acompte initial massif. J'entends Karim taper rapidement sur un clavier. Quelques instants plus tard, il a sifflé doucement. Tu ne vas pas croire ça, Élise, a dit doucement Karim. Gérard n'a pas seulement versé un acompte, il a sponsorisé l'événement entier en utilisant la ligne de crédit secondaire attachée à sa propre maison. Béatrice a invité près de 300 personnes. Ils mettent les petits plats dans les grands pour présenter officiellement Chloé à la haute société. Ils dépensent l'argent comme si c'était de l'air. Merci Karim, ai-je répondu. Fais profil bas. La tempête arrive exactement comme prévu. J'ai mis fin à l'appel et j'ai de nouveau regardé le lourd carton crème posé sur mon comptoir. Béatrice voulait que je voie à quoi ressemble une vraie famille. Elle voulait que je sois témoin de l'apogée du succès de son Golden Boy. Elle voulait que je m'assoie dans l'ombre et que je les regarde briller. C'était l'erreur de calcul la plus fatale de toute sa vie. Elle venait de me donner un billet de première classe pour leur destruction absolue. J'ai cherché dans le tiroir de mon bureau et j'ai sorti mon stylo à encre noire préféré. J'ai pris la petite et élégante carte RSVP qui était glissée à l'intérieur de l'enveloppe. Ma main n'a pas tremblé. Mon pouce est resté parfaitement stable. J'ai coché la case pour accepter joyeusement l'invitation. Je suis passée à la section du nombre d'invités et j'ai écrit audacieusement le chiffre 2. Je n'allais pas me cacher dans l'ombre et je n'allais certainement pas y aller seule. Dans la section des préférences de repas, j'ai sélectionné les options de filet mignon les plus chères disponibles. Laissons la ligne de crédit frauduleuse de Gérard absorber le coût maximum absolu. J'ai remis la carte RSVP complétée dans la petite enveloppe de retour préaffranchie. J'ai scellé le rabat avec une pression lente et délibérée. J'ai pris mon manteau et je suis descendue dans le hall de mon immeuble, sortant dans l'air frais du soir. J'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres jaune sur le coin, j'ai ouvert la lourde fente métallique et j'y ai glissé l'enveloppe. Adrien pensait m'avoir rejeté. Béatrice pensait m'avoir brisé. Chloé pensait avoir remporté le gros lot.
Ils étaient sur le point de découvrir la réalité terrifiante de ce qui arrive lorsqu'un analyste de risque arrête enfin de faire des modèles et décide d'exécuter le scénario final. J'allais leur donner exactement ce qu'ils avaient demandé. J'allais me présenter à leur belle et parfaite fête et j'allais réduire tout leur héritage en cendres. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel gris et couvert qui correspondait parfaitement à la nature stérile de la tâche à accomplir. Je me tenais devant les piliers massifs en béton du palais de justice du centre-ville, sentant le vent vif du port me mordre les joues. Il n'y avait pas de robe blanche aujourd'hui, pas de dentelle, pas de tulle, pas de demoiselle d'honneur nerveuse s'agitant autour d'un bouquet de fleurs. Je portais un tailleur pantalon anthracite d'une coupe. Impeccable. C'était un départ délibéré de la femme naïve qui s'était tenue dans un jardin ensoleillé il y a 6 ans promettant sa vie et sa loyauté à un homme qui finirait par la lui voler. Aujourd'hui, je n'étais pas une mariée, j'étais une architecte de la ruine. Maxence est arrivé précisément à 9 heures. Il est sorti de son SUV noir, vêtu d'un costume sombre, sur mesure qui signalait une autorité d'entreprise absolue plutôt qu'une célébration romantique. Il a gravi les marches du palais de justice avec la démarche mesurée et prédatrice d'un capital risqueur concluant une prise de contrôle hostile de plusieurs millions d'euros. Nous n'avons pas échangé de salutations chaleureuses. Nous ne nous sommes pas offerts de sourires. Nerveux et pleins d'espoir. Nous avons simplement hoché la tête 2 prédateurs au sommet, reconnaissant un champ de bataille mutuel. Nous avons franchi les lourdes portes doubles, passant les portiques de sécurité d'un rapide coup d'œil à nos pièces d'identité. Les couloirs du palais de justice grouillaient de jeunes couples se tenant la main, échangeant des chuchotements étourdis et prenant des photos joyeuses. Nous sommes passés tout droit devant eux, nos expressions totalement dépourvues de sentimentalité. Ce n'était pas une romance, c'était un contrat juridiquement contraignant conçu pour anéantir nos ennemis avec une partialité absolue. Nous nous sommes approchés du bureau de l'état civil. Le greffier, une femme plus âgée aux yeux fatigués, nous a tendu l'épaisse liasse de formulaires de mariage. Nous les avons remplis avec une précision clinique et silencieuse. L'équipe juridique d'élite de Maxence avait déjà préparé un contrat de mariage complet et blindé, que nous avions signé dans une salle de conseil privée la veille. Ce document particulier garantissait que mon statut nouvellement indépendant était protégé et que son empire de milliardaire discret restait complètement intouchable par mes dettes conjugales antérieures. Mais l'acte de mariage que nous signons aujourd'hui servait un objectif singulier et dévastateur. Il fusionnait légalement mes 150 000 € volés avec ces 2 millions d'euros détournés. J'ai pris le lourd stylo noir fourni par le greffier. En pressant l'encre sur le document officiel, mon esprit analytique a visualisé la trappe légale s'ouvrir en grand. En reliant nos entités financières aux yeux de la loi, Adrien et Chloé ont été instantanément transformés. Ils n'étaient plus des opportunistes individuels commettant des actes isolés de vol domestique et de détournement de fonds d'entreprise. Ma signature a établi légalement un lien direct et indéniable entre les 2 crimes. Ils étaient désormais officiellement co-conspirateurs dans une structure de racket massive. J'ai signé de mon nom complet regardant l'encre séchée sur la page. Ce simple trait de plume a forgé la dernière chaîne incassable. La ligne de crédit frauduleuse de 500 000 € d'Adrien, garantie par le domaine tentaculaire de mon ancien beau-père Gérard, était désormais inextricablement liée à l'enquête active entourant les fonds d'entreprise de Maxence. Le piège était verrouillé. Il n'y avait absolument aucune échappatoire par le biais du tribunal de commerce. Il ne leur restait plus aucune protection. Du voile social derrière laquelle se cachaient. Ils étaient entièrement exposés au poids écrasant du ministère de la Justice. On nous a dirigés dans un couloir étroit vers une petite pièce éclairée au néon où un juge municipal attendait pour officier la brève procédure. La cérémonie a duré exactement 4 minutes. Maxence et moi nous tenions côte à côte devant le pupitre en bois, nos postures rigides et farouchement professionnelles. Le juge nous a regardés clairement déconcertés par le manque total de chaleur ou d'affection. Nous ne nous tenions pas la main. Nous regardions simplement droit, devant nous entièrement concentrés sur la transaction. Quand le juge a demandé nos consentements, nous avons simplement accepté les termes juridiques standards imposés par la loi. Il n'y a pas eu d'échange d'alliance. Il n'y avait pas de musique dramatique en arrière-plan et il n'y a absolument pas eu de baiser à la mariée. Le juge a tamponné l'acte d'un coup sec et creux, nous déclarant officiellement mariés. Maxence a pris les copies certifiées conformes de l'acte de mariage et les a glissées en toute sécurité dans sa mallette en cuir. Nous nous sommes retournés et sommes ressortis dans l'air froid du matin. Alors que nous traversions les couloirs de marbre en direction de la sortie, mon téléphone crypté a vibré dans ma poche. C'était un SMS sécurisé de Karim, mon ancien beau-frère, et notre informateur crucial. Le message était bref et très technique. Les responsables de la conformité de la banque viennent de déclencher la mise en attente de vérification secondaire sur la garantie de Gérard. L'alerte de fraude électronique est active dans leur système interne. Le gel prendra effet globalement dans les 48 heures. J'ai montré l'écran à Maxence, alors que nous franchissions les portes de sortie. Il a lu le texte sans ralentir. Sa mâchoire s'est crispée dans une expression de satisfaction sombre et profonde. Adrien passait probablement sa matinée à déguster des menus de traiteurs coûteux ou à sélectionner des arrangements floraux de premier choix pour sa somptueuse fête au club. Il utilisait des cartes de crédit volées totalement inconscient,
du fait qu'un filet venait de se refermer définitivement sur lui. L'orgueil démesuré de ses actions était sur le point de se heurter à la réalité intransigeante de la loi. Nous avons atteint le bas des marches du palais de justice. Le trafic de la ville bourdonnait bruyamment autour de nous, une symphonie de klaxons et de moteurs vrombissants. Maxence s'est arrêté de marcher. Il a boutonné sa veste de costume et s'est tourné vers moi. Le vent vif a soulevé le bord de son manteau, révélant la froideur calculatrice absolue dans ses yeux sombres. Il m'a regardé, une femme qui venait de lier légalement sa vengeance à son empire corporatif. Une femme qui avait refusé d'être une victime. Et avait plutôt choisi de devenir une arme tactique. Prête à gâcher une fête, a-t-il demandé, sa voix baissant à un registre bas et dangereux. Je l'ai regardé en retour, mon esprit analytique parfaitement aligné avec la destruction imminente. J'ai pensé aux comptes bancaires vides, aux documents falsifiés et au sourire cruel et arrogant de la famille qui avait essayé de m'enterrer. Je suis prête à en finir, ai-je répondu. Le vendredi soir est arrivé avec une tension électrique crépitante dans l'air. Les 48 heures écoulées depuis nos vœux à la mairie avaient été un tourbillon de manœuvres, stratégiques silencieuses. Maintenant, dans la suite principale du penthouse de Maxence, je me préparais pour la phase finale de l'opération. Ce n'était pas seulement un événement social, c'était une exécution, et une exécution exige une tenue appropriée. Pendant 6 ans, je m'étais habillée pour apaiser les égos fragiles d'Adrien et de sa famille. Je portais des pantalons bleu marine conservateurs, des cardigans beige discrets et des chaussures plates pratiques. Béatrice avait l'habitude de me faire des compliments ambigus, me disant que ma garde-robe était merveilleusement pratique pour une femme qui passait sa vie cachée derrière un écran d'ordinateur. Adrien me préférait invisible, me fondant dans le décor pour que sa personnalité de directeur des ventes tape à l'œil puisse occuper le devant de la scène. Ce soir, je me débarrassais complètement de cette invisibilité. J'arrachais le récit de l'épouse rejetée et ennuyeuse qu'ils avaient si ardemment construit pour moi. Maxence m'avait donné une ligne de crédit illimitée, tirée de l'un de ses trusts privés sécurisés. Il comprenait la nécessité tactique d'une présence visuelle écrasante. Si nous nous rendions au club le plus exclusif de la ville pour humilier publiquement mes beaux-parents et déclencher un piège, je devais avoir l'air d'une femme qui en avait le pouvoir. Je me suis avancée devant le miroir du sol au plafond et j'ai regardé mon reflet. Je portais une robe de soirée vert émeraude sur mesure. C'était un chef-d'œuvre d'architecture de créateur moderne, avec des lignes asymétriques nettes, un col montant et une silhouette audacieuse et ample qui rayonnait d'un pouvoir absolu. Le tissu captait la lumière ambiante du penthouse, changeant comme du verre liquide à chaque mouvement. Associé à des talons aiguillements noirs élégants et à un bracelet rivière en diamant du coffre-fort privé de Maxence, la transformation était stupéfiante. Je n'avais pas l'air d'une ex-femme en deuil. J'avais l'air d'une femme qui pouvait acheter et vendre toute l'existence d'Adrien avant de finir son café du matin. Mes cheveux, habituellement attachés en un chignon strict et pratique, tombaient en vagues sombres et lisses sur mes épaules. Mon drap. Maquillage était impeccable, net et sans compromis. J'ai fixé mes propres yeux, cherchant toute trace persistante de tristesse ou de chagrin. Il n'y en avait absolument aucune. La femme qui avait pleuré dans une chambre d'hôtel pour un compte d'épargne volé était complètement morte. À sa place se tenait l'architecte d'une ruine spectaculaire. J'ai pris une boucle d'oreille pendante en diamant et l'ai attachée solidement. Mon esprit fonctionnait avec une précision analytique maximale. Je n'éprouvais pas la moindre pitié pour les personnes que j'allais détruire. J'ai revu les paramètres de notre modèle financier une dernière fois. Adrien et Chloé se croyaient intouchables dans leur manoir de 3 millions d'euros nouvellement acheté. Béatrice et Gérard tenaient actuellement la cour au club buvant du champagne millésimé payé par une ligne de crédit frauduleuse. Ils célébraient un héritage entièrement construit sur de l'argent volé et ma signature falsifiée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la machine fédérale avait déjà refermé ses mâchoires sur leur gorge. Karim avait envoyé son dernier message crypté il y a 1 heure. Les responsables de la conformité de la banque avaient officiellement gelé la garantie de Gérard. Le signal de fraude électronique n'était plus en attente. Il était actif et irréversible. Le fisc avait bloqué la société écran de Chloé. Le piège était tendu et il ne restait plus que la révélation théâtrale. J'ai attrapé une élégante pochette noire, y glissant mon téléphone. J'étais prête. Maxence est sorti de son dressing. Il portait un smoking bleu nuit parfaitement coupé qui dégageait une richesse agressive et sans effort. Il a ajusté ses boutons de manchette, ses yeux sombres, me balayant avec une approbation professionnelle froide. L'esthétique visuelle est parfaite, a-t-il noté, sa voix, un bourdonnement bas et régulier dans le penthouse silencieux. Il s'attendant à une femme brisée. Nous allons leur livrer un prédateur alpha. Nous avons pris l'ascenseur privé jusqu'au parking souterrain. Un SUV noir blindé impeccable attendait près de la sortie. Le chauffeur privé de Maxence a ouvert la portière et nous sommes montés dans le spacieux intérieur en cuir. Alors que le véhicule s'engageait dans les rues animées de la ville, l'ampleur du moment s'est abattue sur moi. C'était le scénario exact que j'avais méticuleusement calculé. Le trajet vers la périphérie de la banlieue a semblé incroyablement rapide. Nous avons laissé derrière nous l'acier et le verre imposant du quartier des affaires pour entrer dans les paysages tentaculaires et manucurés des quartiers ultra riches.
Le cercle privé de la Chênaie se nichait au bout d'une longue route privée, sinueuse bordée de chênes centenaires et de lanternes à gaz rougeoyantes. C'était une forteresse de la société d'élite, un lieu où des contrats de plusieurs millions d'euros étaient conclus sur le terrain de golf et où les réputations étaient farouchement gardées. Alors que notre SUV noir s'engageait sur l'allée principale, le vaste clubhouse est apparu. Il était agressivement opulent. Des voituriers en uniforme impeccable s'affairaient frénétiquement, ouvrant les portières des membres les plus éminents de la haute société de la ville. Des voitures de sport coûteuses et des berlines de luxe formaient une longue file à l'entrée. Le bâtiment lui-même brillait d'une lumière dorée et chaude qui se déversait des immenses fenêtres de la salle de bal. Je pouvais entendre le bourdonnement faible et élégant d'un quatuor à cordes en direct flottant dans l'air vif du soir. Béatrice n'avait reculé devant aucune dépense. Elle voulait que cette fête de fiançailles et de révélation du sexe serve de couronnement glorieux à Chloé et Adrien. Elle voulait cimenter leur statut parmi l'élite, prouvant à tous ses amis riches que son fils était un immense succès. L'ironie était presque trop douce pour être supportée. Elle avait rassemblé les personnes les plus influentes de la ville pour assister au plus grand triomphe de sa famille, garantissant ainsi un large public captif pour leur humiliation absolue. Le chauffeur a arrêté notre SUV en douceur devant l'entrée principale, dépassant une file de voitures de luxe au ralenti avec une autorité silencieuse qui a instantanément attiré l'attention. 2 voituriers se sont précipités, leurs yeux s'écarquillant légèrement devant la présence intimidante du véhicule blindé. Maxence a tourné la tête et m'a regardé. Son expression était un masque d'anticipation froide et prédatrice. « Les agents tiennent un périmètre à 3 km d'ici », a-t-il déclaré à voix basse. « Ils entreront sur les lieux à mon signal. » J'ai hoché la tête, ajustant la bandoulière de ma pochette. Mon pouls battait à un rythme régulier et constant. J'ai regardé les portes illuminées du club. Dans cette salle, Adrien levait un verre de champagne volé. Chloé acceptait des compliments sur sa richesse volée. Béatrice se vantait de son héritage volé. Il m'avait enfin tout pris parce qu'il pensait que je n'avais pas la capacité de riposter. Le voiturier a ouvert ma portière, l'air frais de la nuit s'engouffrant dans l'habitacle. Je suis sortie du véhicule, mes talons aiguilles claquant sèchement contre l'allée pavée. Maxence est sorti à côté de moi, m'offrant son bras. J'ai passé ma main dans la sienne, sentant la force solide et sans compromis de notre partenariat. La tempête était arrivée. Nous avons gravi les grands escaliers en pierre vers les lourdes portes en chêne, prêts à faire s'effondrer tout le château de cartes. Nous sommes entrés par les lourdes portes en chêne, laissant derrière nous l'air frais de la nuit. La grande salle de bal du cercle privé de la Chênaie était un chef-d'œuvre d'extravagance volée. Des arrangements floraux en cascade d'orchidées blanches et de roses importées bordaient les murs dorés. Une immense sculpture de glace en forme de cygne dominait le centre de la pièce, entourée d'un buffet de fruits de mer extravagant. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne millésimés, ignorant que leur salaire était financé par une fraude électronique. L'air était épais de parfums coûteux, du tintement des verres en cristal fin et du murmure feutré de l'élite de la ville. J'ai saisi le bras de Maxence, sentant le muscle sous son costume sur mesure. Nous avons dépassé les tables de réception, contournant le livre d'or élaboré où les participants laissaient leurs vœux de bonheur au couple. Alors que nous approchions de l'arche principale menant au cœur de la salle de bal, l'énergie de la pièce a commencé à changer. Cela ne s'est pas produit d'un coup. Cela a commencé comme une subtile onde de prise de conscience se propageant depuis l'entrée. Un riche investisseur près de la porte s'est arrêté en pleine phrase, ses yeux s'écarquillant en voyant la présence imposante de Maxence. Puis un groupe de socialistes du club s'est retourné pour fixer ma robe de créateur vert émeraude. La vague de choc silencieuse s'est rapidement déplacée à travers la foule, faisant taire les conversations une par une. Le quatuor à cordes qui jouait doucement sur une estrade surélevée a semblé sentir le changement brusque d'atmosphère. Le violoncelliste a raté une note, le violoniste a faibli et la musique classique élégante s'est dissoute dans un arrêt discordant et gênant. La grande salle de bal scintillante est tombée dans un silence complet et total. Tous les visages de la pièce se sont tournés vers nous. J'ai balayé du regard la mer d'invités de la haute société, mon esprit analytique se fixant instantanément sur mes cibles. Adrien et Chloé se tenaient près de l'imposante pyramide de champagne au centre de la pièce. Ils venaient de poser pour un photographe professionnel avec les expressions radieuses de 2 personnes qui croyaient avoir réussi à s'enrichir par l'escroquerie. Cette expression radieuse a été instantanément anéantie. Chloé nous a vus la première. J'ai vu ses yeux se poser sur l'homme à côté de moi. Sa mâchoire est littéralement tombée. Pendant 6 ans, elle avait considéré Maxence comme un employé de gestion intermédiaire ennuyeux et agressivement moyen. Elle s'était moquée de sa modeste pension et l'avait quitté parce qu'elle pensait qu'il manquait d'ambition. Maintenant, elle regardait un homme portant un smoking, à 10 000 € dégageant une aura de pouvoir absolu et terrifiant. Maxence n'avait certainement pas l'air d'un mari rejeté et pathétique. Il avait l'air d'être le propriétaire de tout le club. La couleur a quitté le visage de Chloé, la laissant d'une blancheur fantomatique et visiblement tremblante. Ses mains sont tombées le long de son corps, brisant presque le verre de cristal qu'elle tenait. Ses illusions de croqueuse de diamants se désintégraient, sous ses yeux. Adrien a tourné la tête pour voir ce qui avait paralysé sa nouvelle fiancée.
Son regard s'est posé sur moi et le sourire suffisant et victorieux qu'il avait arboré dans la salle de conférence de son avocat a disparu instantanément. Il s'attendait à me trouver blottie dans un appartement bon marché, pleurant mes économies perdues et mon mariage brisé. Au lieu de cela, je me tenais au centre de son royaume volé, drapé de diamants et de soie de créateur tenant le bras d'un homme qui commandait la pièce avec une autorité sans effort. Le visage arrogant d'Adrien s'est tordu de confusion brute. Son cerveau essayait frénétiquement de traiter les données impossibles devant lui. Il m'a regardé puis a regardé Maxence, essayant de calculer le lien. Les rouages dans sa tête tournaient furieusement, mais il n'avait pas la capacité analytique de comprendre le piège mortel dans lequel il se trouvait. Le lourd silence a été rompu par le claquement sec et furieux de talons hauts sur le sol en marbre. Béatrice marchait vers nous. Elle portait une somptueuse robe à paillettes et une expression de fureur pure et sans mélange. Sa soirée parfaite était en train d'être détournée et son besoin désespéré de contrôle la propulsait en avant. Gérard la suivait de près, le visage rouge d'indignation. Élise a sifflé Béatrice en se rapprochant, gardant sa voix basse mais vibrante de venin. « Qu'est-ce que tu crois faire ici ? Tu as un sacré culot de te montrer à la fête de fiançailles de mon fils. On t'a explicitement dit de faire tes valises et de disparaître. Tu n'es pas la bienvenue dans cette famille et tu n'es certainement pas la bienvenue dans ce club. » J'ai baissé les yeux sur mon ancienne belle-mère. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai répondu à l'invitation que vous m'avez envoyée à ma suite d'entreprise. Béatrice, ai-je répondu, ma voix se projetant clairement dans la salle de bal silencieuse. J'ai supposé que vous vouliez que je voie à quoi ressemble une vraie famille. Je ne fais qu'honorer votre demande. Les yeux de Béatrice ont parcouru nerveusement la pièce, très consciente que l'élite de la ville était suspendue à chacun de nos mots. Elle a fait un geste frénétique vers une paire de grands gardes de sécurité postés près de l'entrée principale. « Je vais vous faire expulser », a exigé Béatrice, sa voix montant de panique. « Sécurité, venez ici tout de suite. Sortez cette femme et qui que soit cet homme des lieux immédiatement. Ils sont en train de violer la propriété. » Les deux grands gardes de sécurité ont immédiatement commencé à se diriger vers nous. Adrien a finalement trouvé son courage et s'est avancé, se tenant à côté de sa mère, essayant de retrouver son personnage alpha. « Tu l'as entendu ?» Élise a dit, Adrien en essayant d'avoir l'air imposant. « Partez maintenant avant que ça ne devienne moche. » Je n'ai pas bougé d'un pouce. Maxence était resté parfaitement immobile à côté de moi, un monument imposant d'autorité froide. J'ai offert à Béatrice et Adrien un sourire lent et acéré. J'ai cherché dans ma pochette noire élégante. Mes doigts ont trouvé les bords froids et lisses des documents que nous avions préparés. J'ai sorti une lourde enveloppe noire mate, la tenant en l'air pour que les lumières polies de la salle de bal captent dans sa surface. « Je ne ferai pas ça, Béatrice, » ai-je dit, ma voix tranchant la tension pesante avec une certitude mortelle absolue. « En fait, nous vous avons apporté un petit cadeau. » J'ai baissé l'enveloppe noire et j'ai contourné gracieusement Béatrice, la traitant comme un obstacle mineur et insignifiant, plutôt que comme une menace légitime. Les deux grands gardes de sécurité ont hésité, s'avançant pour m'intercepter, mais Maxence a simplement tourné la tête et les a fixés du regard. Un avertissement silencieux et terrifiant émanait de ses larges épaules et de son regard froid. Les gardes sont arrêtés net, totalement réticents à contrarier un homme qui commandait la pièce avec une autorité aussi absolue et incontestable. Je suis passée tout droit devant Adrien et Chloé, les laissant figés sur place, et je me suis dirigée vers l'estrade en bois surélevé où le quatuor à cordes jouait quelques instants auparavant. J'ai monté les 2 petites marches, ma robe de soie émeraude traînant élégamment derrière moi, et je suis allée directement au pupitre central. J'ai tendu la main et j'ai saisi le micro. J'ai tapoté 2 fois le micro avec mon index. Un bruit sec et fort a retenti dans l'immense salle de bal, se répercutant sur les plafonds, voûtés et les murs dorés. Les chuchotements résiduels dans la pièce se sont tus instantanément. Le tintement des flûtes à champagne en cristal fin a cessé complètement. Les riches investisseurs, les socialites du club et l'élite de la ville ont tous tourné, leur attention pleine et entière vers la scène. La grande salle de bal est tombée dans un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler sur le sol en marbre poli. J'ai regardé la mère de visage parfaitement calme tenant ma position sous le projecteur brillant. J'ai trouvé Béatrice, Adrien et Chloé debout près de la sculpture de glace en train de fondre leur visage pâle et rigide d'une panique indéniable et croissante. « Bonsoir à tous », ai-je dit, ma voix se projetant clairement et doucement à travers le système de sonorisation haute fidélité. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom est Élise. Jusqu'à très récemment, j'étais mariée à Adrien. Je vois de nombreux visages familiers dans la foule ce soir. Beaucoup d'entre vous ont suivi de près les nombreuses mises à jour de Béatrice sur les réseaux sociaux au cours des 2 dernières semaines. Vous avez vu les photos interminables du magnifique nouveau domaine de 3 millions d'euros qu'Adrien et sa nouvelle future épouse ont récemment acquis. Je sais que Béatrice s'est vantée sans relâche du sens des affaires inégalées de son fils et de son immense succès sur le marché de l'immobilier de luxe. Elle voulait que tout le monde ici soit témoin de son triomphe. J'ai fait une pause, laissant le silence lourd et suffocant amplifier mes prochains mots. J'ai regardé directement Béatrice, dont la bouche
était légèrement ouverte de pure horreur, puis j'ai déplacé mon regard vers Adrien. J'ai souri, leur offrant une expression sincère et glaciale de victoire ultime. Vous vous êtes vanté de cette magnifique maison de 3 millions d'euros à tout le monde dans cette ville, ai-je dit, laissant ma voix résonner avec une clarté cristalline. Je voulais juste prendre un moment ce soir pour vous féliciter personnellement en tant que votre propriétaire. La salle de bal a éclaté en une symphonie chaotique de halètements soudains et de chuchotements frénétiques et étouffés. Les invités d'élite se sont regardés avec un choc total, leurs yeux passant rapidement de ma posture confiante sur scène au visage horrifié et en sueur d'Adrien. Adrien a fait un pas agressif en avant ses mains, tremblant violemment, sa façade arrogante se fissurant entièrement sous la pression. « Tu es folle !» a crié Adrien en pointant un doigt tremblant vers moi. J'ai l'acte de propriété. J'ai acheté cette maison par l'intermédiaire d'une société holding privée. Tu n'as absolument rien à voir avec ça. Sécurité, faites-la descendre de la scène tout de suite. Personne n'a bougé pour l'aider. J'ai de nouveau tapoté le micro exigeant leur silence en maintenant ma suprême contenance analytique. Tu as acheté cette maison par l'intermédiaire d'une société écran enregistrée au Luxembourg. Adrien l'ai-je corrigé en temps, utilisant mon ton professionnel le plus net et le plus précis. Tu pensais cacher ta nouvelle richesse derrière un voile social impénétrable. Tu pensais protéger les 500 000 euros que tu as volés de mes économies personnelles en utilisant des documents de prêt falsifiés, ainsi que les 2 millions d'euros que toi et Chloé avez effrontément détournés de votre ancien employeur. Mais tu as omis de faire une évaluation des risques de base. Tu as omis de vérifier la société mère de l'entreprise qui t'a vendu le domaine. J'ai fait un geste gracieux vers Maxence qui se tenait près de l'avant de la scène regardant sa femme Chloé s'effondrer complètement dans un état de terreur visible. Cette société écran luxembourgeoise est une filiale entièrement détenue par le trust principal de Maxence, ai-je révélé en regardant la dévastation absolue se répandre sur leur visage en temps réel. Tu n'as pas acheté une maison, Adrien. Dans ta hâte désespérée et arrogante de cacher des fonds volés et de jouer à la haute société. Tu as viré 2,5 millions d'euros directement sur les comptes de l'entreprise de Maxence. Tu as signé un contrat de location prédateur et frauduleux, habilement déguisé en transfert de propriété. Tu ne possèdes pas une seule brique de ce domaine massif. Chloé a laissé échapper un sanglot aigu et haletant serrant son ventre alors que ses jambes s'affaiblissaient, visiblement. Sous elle, elle a regardé Maxence réalisant enfin la véritable ampleur de l'homme qu'elle avait trahi. Béatrice s'est couvert la bouche avec les deux mains, les yeux écarquillés par la prise de conscience catastrophique alors que son statut social s'évaporait sous ses yeux. Vous êtes tombé droit dans un piège, ai-je poursuivi ma voix résonnant sans pitié dans la salle silencieuse et captivée. Vous squattez en fait une propriété appartenant à mon nouveau mari et tout votre acompte est légalement perdu pour toujours. Vous êtes tombé droit dans un piège de location frauduleuse que vous avez vous-même créé. Vous pensiez pouvoir voler ma sécurité financière et l'étaler aux yeux du monde. Mais les chiffres ne mentent jamais, Adrien. Les données indiquent toujours la vérité. Et la vérité, c'est que vous n'êtes rien d'autre qu'un voleur ordinaire qui vient de rendre tout son argent volé directement aux personnes qui l'a lésé. L'ampleur de la révélation a paralysé tout le club. Adrien s'est resté figé, la bouche s'ouvrant et se fermant sans produire un seul son, ressemblant exactement à un homme qui venait de voir tout son empire réduit en poussière. Je me suis reculée du micro, laissant la dévastation absolue de mes paroles s'installer dans la grande salle de bal. Le silence était lourd, épais du courant électrique de l'humiliation publique. Adrien est resté complètement immobilisé. Son costume de créateur coûteux ressemblait soudain à un déguisement bon marché sur un homme brisé. J'ai passé le micro à Maxence. Il l'a pris d'un geste calme et délibéré, s'avançant vers le bord de la scène. La lumière dorée et chaude des grands lustres projetait des ombres nettes sur son visage, soulignant l'angle prédateur de sa mâchoire. Il n'a pas regardé la foule murmurante. Ses yeux sombres et impitoyables se sont fixés directement sur sa femme terrifiée Chloé. « Bonjour ?» Chloé a dit, Maxence, sa voix un grondement bas et terrifiant qui a commandé l'attention absolue de chaque personne dans le club. Tu as passé les 6 derniers mois à te plaindre à quiconque voulait bien t'écouter de mon manque d'ambition. Tu as dit à tes amis que j'étais juste un cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique ennuyeuse. Tu as fait tes valises et tu as couru dans les bras d'un directeur des ventes tape à l'œil parce que tu pensais qu'il pourrait te donner le style de vie somptueux de la haute société que je ne pouvais soi-disant pas me permettre. Tu voulais être la femme d'un milliardaire, Chloé. Tu n'as simplement jamais réalisé que tu en étais déjà une. Chloé a reculé physiquement en faisant un pas tremblant en arrière. Ses mains tremblèrent violemment alors qu'elle serrait sa robe de maternité de créateur, le tissu semblant soudainement un linceul lourd et étouffant. « Je ne suis pas un cadre intermédiaire », a poursuivi Maxence, sa voix résonnant impeccablement à travers les haut-parleurs. « Je suis le fondateur et principal actionnaire d'une société de capital risque international. Ma fortune personnelle dépasse les 700 millions d'euros. L'entreprise de logistique pour laquelle vous pensiez que je travaillais n'est qu'une filiale mineure dans un portefeuille de 47 entreprises mondiales. J'ai caché ma fortune derrière des trusts aveugles parce que je voulais une femme qui ne me valorise pas mes comptes en banque. Vous vous êtes avéré totalement incapable de répondre à cette simple exigence. Mais votre infidélité n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir.
Nous sommes ici à cause de votre stupéfiante stupidité financière. » Un hoquet collectif a parcouru la foule d'élite. Les riches investisseurs présents dans la salle ont soudainement reconnu l'envergure de l'homme sur scène. Ils se sont physiquement éloignés de Béatrice et Gérard, essayant désespérément de se distancier des retombées radioactives de la famille déshonorée. Maxence a tourné son regard perçant vers Adrien. « Vous pensiez avoir réussi le crime parfait, Adrien », a déclaré Maxence son ton passant à une précision d'entreprise clinique. « Vous et Chloé avez utilisé ces anciennes habilitations de sécurité pour accéder à un compte dormant. Vous avez fabriqué des factures Nodoma fournisseurs et acheminé 2 millions d'euros via des numéros de routage offshore. Vous pensiez voler de l'argent liquide intraçable à une entité d'entreprise désorganisée. Vous aviez entièrement tort. » Adrien a dégluti difficilement la sueur perlant sur son front et coulant le long de son cou. Il a essayé de parler, mais ses cordes vocales l'ont complètement lâché. Le vendeur arrogant était mort. Ce compte n'était pas dormant, a expliqué Maxence en saisissant le micro sans effort. C'était un trust de prêt aux entreprises actifs et hautement réglementé. Aux yeux des lois bancaires, vous n'avez pas seulement volé 2 millions d'euros. Vous avez exécuté un prêt d'entreprise garanti, non autorisé. Et comme vous avez délibérément utilisé des informations d'identification frauduleuses pour initier ces virements, vous avez immédiatement enfreint les lois bancaires. Mais cela seul ne me suffisait pas. Je devais m'assurer que vous ne pourriez jamais vous soustraire à cette dette. Je devais vous piéger de manière permanente. Maxence m'a regardé un bref éclair de profond respect professionnel passant entre nous avant qu'il ne se reconcentre sur Adrien. C'est là que ma brillante épouse est intervenue, a annoncé Maxence. Élise savait que vous étiez trop arrogant pour lire les petits caractères de vos propres victoires juridiques. Lorsque vous l'avez forcé à signer les droits de votre maison conjugale, mon équipe d'élite de plaideurs d'entreprise a inséré une clause empoisonnée hautement spécialisée dans la section d'indemnisation de votre acte de renonciation. En acceptant la propriété exclusive de la maison, vous avez inconditionnellement lié tous vos actifs actuels et futurs à vos dettes existantes. Vous avez légalement lié les documents hypothécaires, falsifiés directement au fonds d'entreprise détourné. Vous avez fusionné les crimes Adrien. Les genoux d'Adrien ont visiblement fléchi. Il a attrapé le bord d'une table de cocktail voisine pour ne pas s'effondrer sur le sol en marbre poli. Béatrice a poussé un cri étranglé et haletant, comprenant enfin l'ampleur catastrophique des erreurs arrogantes de son fils. En signant ce contrat, a poursuivi Maxence, sa voix froide et impitoyable. Vous avez déclenché un défaut de paiement immédiat sur le prêt d'entreprise de 2 millions d'euros. Les clauses pénales pour extraction frauduleuse et rupture de contrat sont sévères. Elles incluent un taux d'intérêt de pénalité composé agressif et des demandes de restitution immédiate. Vous avez explicitement renoncé à votre droit à la protection du voile social. Vous avez explicitement renoncé à votre droit à un effacement de la dette. Maxence a fait une pause, laissant l'horreur absolue de la situation s'abattre sur ses cibles. Il a porté le coup de grâce final avec la précision chirurgicale d'un véritable prédateur alpha. À 16h, cet après-midi, a déclaré Maxence. Le solde total dû sur votre prêt d'entreprise frauduleux, y compris les intérêts de pénalité composés et les amendes fédérales pour défaut de paiement, dépasse 25 millions d'euros. Vous êtes personnellement responsable de chaque centime. La dette est entièrement non effaçable. Vous me devrez cet argent jusqu'à votre mort et le gouvernement liquidera chaque bien que vous possédez pour le récupérer. Chloé a poussé un gémissement aigu et angoissant. L'illusion de son grand avenir riche s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables. Ses rêves de croqueuse de diamants se sont complètement évaporés. Elle a trébuché en arrière ses talons hauts, s'emmêlant dans l'ourlet de sa coûteuse robe de soie. Elle s'est effondrée lourdement sur une chaise de salle à manger dorée, enfouissant son visage dans ses mains alors que des sanglots forts et hystériques déchiraient sa poitrine. Elle avait renoncé à un mari de 700 millions d'euros pour un homme qui avait maintenant 21 millions d'euros de dettes et qui risquait la prison fédérale. Adrien s'est resté figé, les yeux écarquillés et vides. Il a regardé l'immense sculpture de glace, les orchidées blanches en cascade et les centaines d'invités d'élite qui le fixaient avec un dégoût absolu. Il avait invité toute la ville à assister à son couronnement et au lieu de cela, il leur avait offert des places au premier rang pour son exécution financière et légale totale. Le silence étouffant de la salle de bal s'est brisé lorsque Gérard s'est précipité en avant. Mon ancien beau-père s'est frayé un chemin à travers les serveurs figés et l'imposante pyramide de champagne. Son visage était d'un rouge cramoisi violant les veines de son cou saillant contre son col rigide et lourdement amidonné. Il ne pouvait pas comprendre la réalité d'un prédateur plus grand que lui. Il avait passé toute sa vie à intimider les entrepreneurs locaux et les concurrents des petites villes. Il pensait que son adhésion au club le rendait invincible. « Écoutez-moi, espèce d'arrogant », a beuglé Gérard en pointant un doigt épais directement sur la poitrine de Maxence. « Vous pensez pouvoir débarquer dans mon club et menacer mon fils ? Je me fiche derrière combien de sociétés écrans ça. Vous vous cachez. J'ai les meilleurs avocats de la défense d'entreprise de cet État sous contrat. Je vous entraînerai dans des litiges civils pendant la prochaine décennie. Je financerai personnellement la défense d'Adrien. Et quand nous aurons fini de vous contre-attaquer pour diffamation et préjudice moral, je m'assurerai que c'est vous qui déposerez le bilan.
Gérard a bombé le torse regardant autour de la pièce comme s'il attendait une salve d'applaudissements de ses collègues du club. Il s'attendait à ce que la foule d'élite se rallie à lui pour défendre l'un des leurs contre cette intrusion soudaine. Mais les riches investisseurs et les socialites l'ont simplement regardé avec un détachement glacial. La richesse est intrinsèquement autoprotectrice. Personne dans cette salle n'allait se jeter devant un train de fraude de 25 millions d'euros pour sauver un homme qui avait manifestement élevé un criminel. Maxence n'a même pas scié à cette explosion. Il a simplement regardé Gérard avec la fascination clinique d'un scientifique observant une expérience profondément défectueuse. Il a baissé le micro et me l'a rendu. Cette partie de l'exécution était entièrement la mienne. J'ai saisi le micro sentant le métal. Lisse contre ma paume. J'ai fait un pas en avant me plaçant directement entre mon nouveau mari milliardaire et mon ancien beau-père. Gérard m'a fusillé du regard, ses yeux remplis du même mépris toxique qu'il m'avait toujours montré lors des dîners du dimanche. Vous allez engager les meilleurs avocats de la ville, Gérard, ai-je demandé, ma voix se projetant de manière nette et claire à travers la vaste salle de bal silencieuse. Vous allez financer personnellement. Une défense de plusieurs millions d'euros pour Adrien. Je vous écraserai tous les deux, a craché Gérard, manquant complètement le piège que je lui tendais. Vous n'êtes qu'une femme amère et rejetée qui fait une crise de colère. Vous n'avez absolument aucune idée de qui vous avez en face de vous. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le calcul au zéro absolu d'une analyste de risque clôturant un bilan. Avec quel argent, Gérard, ai-je demandé? Doucement, bien que le système de sonorisation haute fidélité ait porté la question fatale à chaque coin de la pièce. Gérard a ricané, bombant à nouveau le torse. Avec mon domaine, avec mes portefeuilles d'investissement, avec la richesse que j'ai passé 40 ans à construire pendant que vous jouiez avec des tableurs. Vous vous êtes porté garant de la ligne de crédit frauduleuse de 500 000 euros d'Adrien. Ai-je déclaré, mon ton tombant dans une cadence. Forensique stérile. Quand Adrien a falsifié ma signature sur les documents hypothécaires pour extraire les capitaux propres de ma maison, la banque a signalé son ratio dette sur revenu. Il avait besoin d'un garant avec des actifs liquides substantiels et non grevés pour forcer l'approbation. Il avait besoin d'un riche imbécile. Vous avez signé avec joie ces accords de prêt secondaire, Gérard. Vous avez utilisé votre domaine tentaculaire et immaculé comme garantie, direct pour financer la nouvelle vie de votre fils avec sa maîtresse. La posture agressive de Gérard a vacillé une fraction de seconde, mais son ego démesuré a refusé de le laisser se rendre. Et alors a-t-il aboyé défensivement. C'était un prêt relais. Mon domaine vaut des millions. Une hypothèque temporaire ne signifie absolument rien. Cela signifie tout lorsque l'emprunteur principal est inculpé de fraude électronique, l'ai-je corrigé descendant de la scène de sorte que je me trouvais à quelques mètres de son visage en sueur. Je l'ai regardé droit dans les yeux, en m'assurant qu'il absorbe chaque syllabe de sa condamnation imminente. Lorsque l'équipe juridique de Maxence a déclenché les clauses de défaut sur les 2 millions d'euros détournés cet après-midi. Les algorithmes de conformité bancaire ont immédiatement gelé les actifs d'Adrien, ai-je expliqué en voyant la couleur. Quittez rapidement les joues de Gérard. Lorsqu'un emprunteur principal est en défaut en raison de racket et de vol, qualifiez l'établissement de crédit, saisit instantanément la garantie du garant pour couvrir la dette toxique. Ils n'attendent pas une décision de justice. Gérard, la procédure était entièrement automatisée. J'ai sorti mon téléphone crypté de ma pochette en tapotant l'écran pour afficher le grand livre interne de la banque que Karim m'avait transmis. Quelques heures auparavant, j'ai tenu l'écran lumineux pour que Gérard puisse voir clairement le solde zéro rouge et indéniable de ses principaux comptes. La banque a signifié les protocoles de saisie au moment exact où vous êtes entré dans ce club ce soir, ai-je annoncé, laissant le poids écrasant des données s'installer complètement sur lui. Vos portefeuilles d'investissement sont gelés, vos comptes courants sont bloqués. Et à partir de 16h cet après-midi, la banque a officiellement saisi votre domaine. Vous n'avez pas l'argent pour engager un avocat de la défense, Gérard. Vous n'avez même pas l'argent pour payer le voiturier qui a garé votre voiture ce soir. Vous êtes entièrement complètement ruiné. La prise de conscience a frappé Gérard avec la force d'un coup physique. Sa mâchoire s'est affaissée et il a reculé en trébuchant, se tenant la poitrine, comme s'il ne pouvait plus respirer. Le patriarche arrogant de la famille avait été instantanément réduit à un mendiant en costume sur mesure. Un cri perçant et hystérique a brisé l'élégance silencieuse de la salle de bal. Béatrice s'est frayé un chemin à travers la foule, sa robe à paillettes scintillant alors qu'elle se jetait sur son mari. Elle a attrapé les revers de Gérard, le secouant violemment. « Dis-moi qu'elle ment !» a hurlé Béatrice, sa voix se brisant de panique brute et non dissimulée. « Dis-moi que nous avons toujours la maison, Gérard. Dis-moi que nous n'avons pas perdu le domaine pour ce garçon stupide. » Gérard ne pouvait pas parler. Il regardait fixement le sol, sa respiration courte et rapide. Béatrice l'a relâché et a poussé un cri d'agonie pure. La femme qui avait passé des décennies à construire méticuleusement une image de richesse générationnelle. La femme qui s'était moquée de mes vêtements pratiques et avait exigé que je traite mes économies volées comme une indemnité de départ s'est complètement effondrée. Elle s'est effondrée sur le sol en marbre du club sanglotant de manière incontrôlable, ses cheveux et son maquillage parfait, ruinés par l'effacement soudain et violent de toute son identité sociale. À quelques pas de là, Sophie a commencé à pleurer bruyamment, serrant son sac à main de créateur coûteux.
réalisant que son héritage, son fonds en fiducie et son style de vie privilégié venaient de s'évaporer dans le ciel nocturne. Les invités riches qui avaient autrefois accepté avec empressement les invitations de Béatrice la regardèrent maintenant avec un dégoût flagrant et non filtré. Ils chuchotèrent derrière leurs mains, secouant la tête devant l'ampleur de la disgrâce de la famille. Personne ne s'est avancé pour les aider. La famille parfaite et arrogante s'effondrait publiquement devant leur père de l'élite. Ils étaient dépouillés de chaque once de dignité, de richesse et de pouvoir qu'ils avaient jamais prétendu posséder. Je me tenais à côté de Maxence, observant l'épave de leur vie se répandre sur le sol de la salle de bal. Ils avaient essayé de m'enterrer dans l'obscurité, mais je les avais traînés dans la lumière et j'avais réduit leur empire en cendres. La foule de socialites et de capital risqueurs fortunés est restée absolument figée, captivée par l'ampleur de la destruction. Personne n'a osé parler ou intervenir. Ils ont simplement regardé Béatrice sangloter sur le sol en marbre et Gérard fixer le vide de sa propre ruine financière. C'est dans ce silence lourd et suffocant qu'une nouvelle variable est entrée dans l'équation. De la périphérie de la foule paralysée, une seule silhouette s'est détachée de l'élite murmurante. Karim s'est avancé, sa posture dégageant la confiance calme et formidable d'un homme qui avait passé toute sa carrière à démanteler des mensonges financiers. Il est passé devant sa femme en pleurs. Sophie qui a tendu une main tremblante vers lui. Karim n'a même pas jeté un regard dans sa direction. Il a contourné Gérard et Béatrice, se déplaçant avec une détermination absolue jusqu'à ce qu'il atteigne la scène. Il a pris sa place directement à côté de Maxence et de moi, complétant notre triade tactique. Le choc sur le visage d'Adrien s'est transformé en une nouvelle vague d'horreur. Il a regardé son beau-frère, l'homme qu'il avait souvent méprisé lors des dîners de famille, réalisant soudain la faille fatale de sa stratégie domestique. Karim a mis la main dans la poche intérieure de son costume sur mesure. D'un mouvement rapide et exercé, il a sorti son badge officiel d'auditeur et un dossier manille épais et lourd. Il ne l'a pas remis doucement. Il a jeté le dossier sur la table de cocktail la plus proche. L'épaisse pile de registres financiers a heurté la surface en verre avec un bruit sec et retentissant qui a résonné dans la salle. 2 balles. Je t'avais prévenu, Adrien, a dit Karim, son baryton profond tranchant la tension avec une précision létale. Ne contrarie jamais un auditeur. Adrien a reculé d'un pas, les mains levées en signe de défense, comme s'il essayait de repousser la manifestation physique de ses crimes. Toi, a balbutié Adrien, sa voix se brisant sous le poids de sa panique croissante. Tu leur as donné les registres de la banque. Tu nous as piégés. Je ne vous ai pas piégés, a répondu Karim doucement en ajustant sa veste. J'ai simplement effectué un contrôle de conformité de routine sur un registre très suspect. Vous avez falsifié la signature de votre femme pour extraire un demi-million, vous l'avez fait transiter par des comptes offshore non vérifiés, et vous l'avez lié à un système de détournement de fonds d'entreprise. Vous avez laissé une trace. Numérique si large et si imprudente qu'un stagiaire en comptabilité de première année aurait pu la signaler. Je me suis juste assuré que les données parviennent aux autorités compétentes avant que vous ne puissiez tenter de détruire les preuves. Vous avez construit un château de cartes, Adrien. J'ai juste remis les plans aux personnes qui apportent le boulet de démolition. Sophie a poussé un halètement aigu et trahi depuis sa place près de la sculpture de glace. Karim, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille, a-t-elle pleuré en faisant des gestes sauvages vers ses parents par terre. Karim a finalement regardé sa femme, son expression totalement dépourvue de sympathie. Ce n'est pas une famille, Sophie, il a déclaré froidement. C'est un syndicat criminel opérant sous le couvert du privilège suburbain. Je vous ai tous prévenus pendant des années d'arrêter de traiter Élise comme un bien jetable. Vous avez choisi de protéger un voleur. J'ai choisi de protéger la vérité. Mon éthique professionnelle n'est pas sujette à la négociation conjugale. Avant que Sophie ne puisse lancer une autre protestation hystérique, un nouveau son, Persan a tranché le bruit ambiant du club. Cela a commencé comme un gémissement faible au loin, s'amplifiant rapidement en un cri mécanique assourdissant. Des lumières clignotantes ont soudainement illuminé les hautes fenêtres de la salle de bal. Des traînées brillantes et violentes de rouge et de bleu ont balayé les pelouses manucurées, coupant à travers l'obscurité et se reflétant aveuglément sur les miroirs dorés et les lustres en cristal à l'intérieur. L'éblouissement, rotatif et rythmé, a balayé Adrien et Chloé, peignant leurs visages terrifiés de flashs alternés de cramoisi et de cobalt. Les sirènes hurlaient avec une urgence agressive et inéluctable, signalant la fin absolue de leur illusion somptueuse. Les lourdes portes en chêne de la grande salle de bal se sont ouvertes en grand. La somptueuse zone de réception a été instantanément inondée par les forces de l'ordre. Une équipe hautement coordonnée d'agents a fait irruption dans la haie, pièces se déplaçant avec l'efficacité rapide et synchronisée d'une force de frappe tactique. Ils portaient chez eux des coupe-vents sombres et lourds avec les lettres dorées vives de la brigade financière, imprimées en gras dans le dos. Des policiers locaux les suivaient, sécurisant les sorties et bouclant le périmètre pour s'assurer que personne ne puisse s'échapper dans le chaos. La mère d'invités riches s'est immédiatement écartée reculant pour créer un large chemin dégagé. Pour les agents qui avançaient, personne ne voulait se trouver près du rayon de l'explosion. L'agent principal, une grande femme à l'expression sévère et un badge accroché à sa ceinture, s'est dirigée directement vers le centre de la pièce. Elle n'a pas hésité.
Ses yeux étaient fontés fixés sur ses cibles avec une concentration professionnelle inébranlable. 2 autres agents la flanquaient leurs mains reposant nonchalamment près de leur ceinturon. Adrien Chevalier et Chloé Chevalier a annoncé l'agent principal sa voix un aboiement sec et autoritaire qui ne laissait absolument aucune place à la négociation. Adrien a levé les mains en l'air, secouant frénétiquement la tête. C'est un énorme malentendu, a plaidé Adrien Savoie, se brisant en un gémissement pathétique et aigu. J'ai un avocat d'affaires. Je peux expliquer les transferts. C'était un pré-relais. Nous avons les documents ici même. Chloé a poussé un cri terrifié et a tenté de reculer complètement, oubliant la lourde traîne en soie de sa robe de maternité de créateur. Elle a emmêlé ses talons hauts dans le tissu coûteux et est tombée lourdement contre le bord d'une table de traiteur, envoyant un plateau de flûte à champagne en cristal s'écraser sur le sol dans une gerbe chaotique de verre et de liqueur chère. Les agents n'ont pas ralenti. Ils ont comblé la distance instantanément. Un agent a attrapé Adrien par l'épaule, le faisant pivoter et lui forçant les mains dans le dos. Le clic métallique aigu des menottes se refermant a retenti dans la salle de bal. Silencieuse. Un autre agent s'est déplacé pour aider Chloé à se relever, lui assurant immédiatement les poignets dans le même acier froid et impitoyable. Adrien Chevalier et Chloé Chevalier, vous êtes en état d'arrestation, a déclaré l'agent principal, sortant un mandat plié de la poche de sa veste. Vous êtes accusé de multiples chefs de fraude électronique, d'usurpation d'identité aggravée et de vol qualifié. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Alors que l'agent continuait de lire les droits avec un rythme mécanique et stérile, Adrien a commencé à sangloter. Le Golden Boy arrogant et intouchable pleurait ouvertement devant toute l'élite de la ville, ses genoux flageolants alors que les agents le maintenaient debout. Chloé hurlait, se débattant sauvagement contre ses liens, criant qu'elle était une victime qu'Adrien l'avait trompée pour qu'elle prenne l'argent. Il ne restait plus aucune loyauté entre les voleurs. Dès que le piège s'est refermé, ils se sont instantanément retournés l'un contre l'autre, essayant désespérément de survivre à un scénario juridique totalement insoutenable. Je me tenais en silence à côté de Maxence et Karim, ma posture droite et mon expression parfaitement composée. En tant qu'analyste de risque, je traite des résultats absolus. Ce soir, les données étaient impeccables, les passifs étaient entièrement neutralisés. L'exécution était la perfection absolue. Les agents ont changé de prise, forçant Adrien et Chloé à avancer. La réalité lourde et humiliante de la perp walk avait officiellement commencé. Ils ont été paradés, au centre des arches florales extravagantes qu'ils avaient non payées avec de l'argent volé. Alors que l'agent principal poussait Adrien vers le grand foyer, son visage frénétique et strié de larmes, s'est fixé sur moi. Il a planté ses chaussures de ville coûteuses dans le sol en marbre poli résistant à l'élan des agents juste assez longtemps pour tourner son corps vers l'endroit où je me tenais. « Élise, s'il te plaît », a supplié Adrien, sa voix se brisant en un gémissement aigu et désespéré qui a résonné dans la salle de bal silencieuse. « Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que c'était juste un différend conjugal à propos de la maison. Nous avons été mariés pendant 6 ans, Élise. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je te rendrai la maison, je te donnerai tout. Dis-leur simplement d'arrêter. » Il pleurait ouvertement maintenant, les larmes coulant sur son visage et ruinant le col de son costume sur mesure. Il pensait honnêtement que ses excuses avaient encore de la valeur. Il croyait que la femme qui avait l'habitude de préparer ses déjeuners et d'équilibrer son chéquier s'effondrerait soudainement à la vue de ses larmes et se précipiterait pour le sauver. Il essayait toujours de manipuler les variables, ne réalisant pas complètement que l'équation avait déjà été finalisée. Je me suis avancée, laissant Maxence et Karim légèrement derrière moi. J'ai comblé la distance. Jusqu'à ce que je me tienne à quelques mètres de mon mari menotté. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas montré une once de la colère brûlante qui avait alimenté ma stratégie pendant le mois écoulé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression totalement dénuée de pitié. J'ai calculé le risque, Adrien, ai-je déclaré, ma voix résonnant avec une clarté absolue et glaçante. Les chiffres disent que Murphy que tu vas en prison. Le visage d'Adrien est devenu complètement flasque. La dernière étincelle d'espoir arrogant s'est éteinte instantanément dans ses yeux. Il a finalement compris qu'il n'avait pas seulement été déjoué. Il avait été cliniquement et légalement anéanti. L'agent principal lui a donné une forte poussée, brisant notre contact visuel et le forçant à continuer de marcher. Chloé a été traînée juste derrière lui. Elle ne pleurait plus. Elle criait des obscénités vicieuses et non filtrées à Adrien, maudissant le jour où elle l'avait rencontré, blâmant son ego démesuré pour avoir ruiné sa vie. Les lourdes portes en chêne du club se sont ouvertes en grand et les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police les ont tous deux englouties. Les portes se sont refermées, coupant les cris de Chloé et laissant un profond silence retentissant dans leur sillage. Je me suis retournée lentement, pivotant sur mes talons aiguilles pour inspecter les dommages collatéraux laissés dans la grande salle de bal. L'extraction physique des criminels était terminée, mais l'exécution sociale ne faisait que commencer. Béatrice était toujours effondrée sur le sol, sa robe à paillettes enroulée autour d'elle comme un parachute dégonflé. Elle a tendu une main manucurée tremblante vers un groupe de femmes avec qui elle avait joué au tennis la veille.
Suzanne a sangloté Béatrice en levant les yeux vers une riche socialite drapée de diamants. « S'il te plaît, tu dois nous aider, appelle le président du club. Nous devons trouver un avocat pour la défense d'Adrien. Ils font une terrible erreur. » La socialite a baissé les yeux sur Béatrice. Son visage était un masque de dégoût pur et non filtré. Suzanne n'a pas tendu la main. Elle n'a pas offert un seul mot de réconfort. Elle a fait un grand pas en arrière en roulant son étole de soie fermement autour de ses épaules pour s'assurer qu'elle ne frôle pas accidentellement les doigts tendus de Béatrice. « Je pense que nous partons maintenant », a annoncé Suzanne à voix haute à son mari ignorant. Complètement l'appel désespéré de Béatrice. « Je refuse absolument d'être associée à des détenus et à des fraudeurs bancaires. C'est tout à fait répugnant. » Ce seul rejet froid a déclenché une réaction en chaîne immédiate. Les invités d'élite, les personnes même que Béatrice avait désespérément essayé d'impressionner toute sa vie, ont commencé à tourner le dos. Les murmures de choc se sont transformés en ricanements audibles de dédain. Ils chuchotaient bruyamment à propos de l'argent volé des documents falsifiés et de l'humiliation absolue de la famille. Un par un, les capital risqueurs, les dirigeants d'entreprise et les membres du conseil d'administration du club se sont retournés et ont commencé à se diriger vers le vestiaire. Gérard était agenouillé à côté de sa femme, le visage enfoui dans ses mains. C'était un homme qui avait construit toute son identité sur l'illusion de la richesse et de la supériorité générationnelle. Maintenant, il regardait ses pairs de l'élite l'enjamber alors qu'ils se précipitaient en honte pour quitter la pièce contaminée. Personne ne s'est offert pour les aider à se relever. Personne n'a offert une épaule de soutien. La haute société qu'ils vénéraient était en train de les effacer activement de leur rang. Leur capital social était entièrement ruiné, reflétant parfaitement le solde nul de leurs comptes bancaires saisis. Sophie est restée figée près de la sculpture de glace de cygne fondu, les larmes ruinant son maquillage coûteux. Elle a regardé Karim qui se tenait toujours droit et calme près de la scène. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour supplier son mari de lui lancer une bouée de sauvetage, de la sortir de l'épave. « N'essaie même pas, Sophie, a dit Karim ça. » Voix portant le ton ferme et indéniable d'un audit finalisé. « Je dépose la demande de divorce demain matin. Tu pourras me joindre exclusivement par l'intermédiaire de mon avocat. » Karim m'a fait un unique signe de tête très respectueux. C'était la reconnaissance silencieuse de deux professionnels qui avaient réussi une prise de contrôle hostile sans faille. Il a tourné les talons et est sorti par la sortie latérale, coupant à jamais ses liens avec leur jeu. Toxicité. Je me suis retournée vers Maxence. Le milliardaire discret se tenait tranquillement les mains dans les poches de son smoking. Nous n'avons pas jubilé. Nous n'avons pas célébré avec des high-fives ou des discours émotionnels dramatiques. Nous avions exécuté une manœuvre complexe, obtenu une restitution maximale et neutralisé tous les passifs. C'était simplement une fusion-acquisition très réussie. Maxence a tendu son bras. J'ai passé ma main dans la sienne, sentant la solide réalité de notre partenariat. Nous avons tourné le dos aux gémissements de Béatrice et au désespoir silencieux de Gérard. Nous avons traversé le centre de la grande salle de bal, nos pas parfaitement synchronisés. Les invités restants se sont écartés pour nous dégageant un large chemin par pur respect et crainte. Nous avons poussé les lourdes portes en bois et sommes sortis dans l'air frais et vif de la nuit. Les lumières clignotantes des véhicules de police s'estompèrent déjà au loin. Le SUV noir blindé de Maxence s'est arrêté en douceur au bord du trottoir. Le voiturier s'est précipité pour ouvrir la portière, gardant la tête baissée en profonde révérence. Je suis montée dans le véhicule, m'installant dans le siège en cuir moelleux. Je n'ai pas regardé en arrière les fenêtres illuminées du club. J'ai laissé la famille toxique exactement là où elle devait être, totalement et absolument en ruine. 6 mois plus tard, la poussière était complètement retombée. Le système judiciaire se meut avec une efficacité dévastatrice lorsqu'il est confronté à un dossier blindé et parfaitement documenté. Adrien purge actuellement une peine de 8 ans dans un établissement pénitentiaire, bien que je doute fort que sa personnalité arrogante de directeur des ventes lui fasse gagner des amis à la cantine. Chloé a évité la prison en acceptant un accord de plaidé coupable et en témoignant contre lui. Elle occupe actuellement un emploi de vendeuse au salaire minimum, ses ambitions de croqueuse de diamants définitivement éteintes par la réalité écrasante de la probation et d'un casier judiciaire. Quant à Béatrice et Gérard, leur déchéance a été absolue. La banque a saisi leur vaste domaine liquidant chaque vase, antiques et véhicules de luxe pour couvrir la garantie frauduleuse. Ils ont déposé le bilan, mais comme la dette était liée à une condamnation pour fraude, les pénalités restantes ont survécu à l'effacement. Ils vivent désormais dans un 2 pièces exigu en location à la périphérie de la ville. J'ai entendu dire par des connaissances communes que Béatrice refuse de quitter la maison, totalement incapable d'affronter les caissières du supermarché local qui la servaient autrefois au club. Ils ont construit toute leur identité sur une illusion de supériorité et sans leur richesse, ils ne sont que des personnes vides et misérables. Mon arrangement avec Maxence s'est terminé aussi proprement qu'il avait commencé. Nous nous sommes retrouvés dans le même palais de justice, signant les papiers-mots d'annulation avec la même précision clinique que celle que nous avions utilisée pour obtenir notre acte de mariage. Nous nous sommes serrés la main, dissolvant notre union légale mais cimentant une alliance professionnelle à vie. Cet après-midi-là, mon tableau de bord bancaire a signalé un virement entrant de son trust principal. Il a
Envoyer 5 millions d'euros, les classant strictement comme des honoraires de conseil d'entreprise pour mon rôle dans l'identification et l'élimination des passifs internes. Je n'ai pas utilisé l'argent pour acheter un manoir extravagant ou une flotte de voitures de sport. Je l'ai utilisé pour construire un empire. J'ai loué un élégant bureau en étage élevé dans le quartier des affaires et j'ai lancé ma propre société de conseil en gestion des risques. D'élite. Nous sommes spécialisés dans la protection des actifs d'entreprise et l'atténuation des prises de contrôle hostiles. Ma toute première embauche de cadre a été Karim. Il a quitté son mariage toxique avec Sophie et m'a rejoint en tant que directeur financier. Ensemble, nous dirigeons l'équipe d'analyse la plus pointue et la plus impitoyable de la ville. Je ne suis plus seulement une femme qui analyse des tableurs dans l'ombre. Je suis complètement indépendante, incroyablement riche, et je détiens un pouvoir total sur mon propre avenir. La leçon la plus chère qu'un traître puisse apprendre est qu'il ne faut jamais montrer ses cartes avant la fin de la partie. Avez-vous déjà souri en regardant vos ennemis marcher aveuglément vers leur propre destruction ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours de reconquête du pouvoir a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de justice ultime. Merci de votre attention et n'oubliez jamais de ne jamais sous-estimer les personnes silencieuses.